Alors, bonjour tout le monde. Je laisse encore un petit peu de temps pour arriver. Je vous ai mis le programme. Du coup, là, je vous avais demandé sur Insta de me poser des questions que vous aviez. Et je vais y répondre et ça va donner l'occasion. Bon, le programme n'est pas très rempli, mais ça va nous donner l'occasion de dire d'autres choses sur le commentaire de manière générale, etc. Donc bienvenue pour ce live de la dernière chance. On va essayer de faire les choses bien. Donc surtout si vous avez des questions, même si elles ne concernent pas directement ce qu'on est en train de dire, et ben, posez-les dans le chat. Moi je reviendrai dessus plus tard au besoin. Et puis voilà, on est parti pour je pense une bonne heure, sinon plus selon ce qu'on a à dire. Donc normalement en tout cas vous m'entendez bien, vous me voyez bien. Et ben voilà. Du coup, je pense qu'on là on est une dizaine. D'autres vont peut-être arriver après à l'occasion. Je reviendrai dessus, mais dans tous les cas, on va pouvoir un petit peu parler et ben de ce qui nous occupe aujourd'hui. Alors le parcours associé à Molière, comme on commence avec ça, c'est spectacle et comédie. Voilà. Donc c'est assez large en fait. Le parcours associé à Molière, c'est le théâtre, quoi. Mais on va commencer par ceci, à savoir les questions que vous allez avoir pour le bac. Donc, vous m'avez posé plein de questions de plein de genres différents. Celui sur Gargantua, alors selon si vous êtes en techno, c'est la bonne éducation. Et si vous êtes en première générale, c'est rire et savoir. Voilà. De toute façon, le parcours associé vous est précisé dans les annales du bac. Là, si je reprends une annale du bac, alors ça va être là, je vais essayer de vous la montrer par ici. Voilà. Donc ici, vous voyez qu'il y a là c'est un sujet classique de voilà, de la session 2023, pas ce qui s'est passé en métropole. Donc vous avez l'objet d'étude qui est précisé quand il s'agit du commentaire, et pour ce qui est des dissertations, à chaque fois vous avez l'œuvre et le parcours. Donc là par exemple sur Sido, il y a marqué la célébration du monde. Voilà. Globalement, c'est comme ça que ça se passe. Donc même si vous vous souvenez plus du parcours, il vous sera reprécisé. Voilà pour ça. Alors maintenant, repassons donc sur notre programme, sur nos questions pour le bac, à savoir, donc les premières questions que j'ai eues, c'était sur la dissertation. Une question, c'était si la dissertation c'était mieux notée. J'ai eu l'occasion de vous dire pendant l'année que la dissertation, souvent, elle était mieux notée, à savoir qu'elle avait un rendement un peu plus important, donc il y avait plusieurs points de moyenne en plus. C'est vrai. Cependant, là où je nuancerais, c'est qu'en fait, si vous vous posez la question maintenant et que vous n'avez pas travaillé la dissertation, la réponse est de toute façon qu'il va falloir prendre le commentaire. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant, si vous avez révisé la dissertation et que le jour J, vous avez un doute, bah peut-être qu'il faudra... alors déjà, il faudra vraiment bien se poser la question, à savoir passer la dose de stress. Parce que je vous rassure tout de suite, vous allez stresser en voyant votre sujet. Parce que c'est le jour du bac, parce que voilà, vous n'avez pas le droit de vous planter, etc. Il y a plein de raisons qui peuvent expliquer que vous allez paniquer le jour du bac. Donc, il ne faut pas tirer de conclusions trop hâtives de votre stress.
et de comment vous allez voir les choses. Il faut vraiment se dire, je me pose, j'ai 4 heures, 4 heures c'est long, donc prenez le temps, vous regardez votre sujet, si le sujet vous fait paniquer, vous vous dites, ok, est-ce que passer le stress, ça continue à me faire paniquer, alors qu'à côté de ça, le texte de commentaire a l'air de me dire quelque chose. Là, dans ces cas-là, peut-être qu'on peut y aller. Mais sinon, je vous recommanderais, pour minimiser la dose de stress, vous avez choisi de faire le commentaire, vous avez choisi de faire la dissertation, vous vous tenez à votre choix. Parce que votre stress va vous faire aller regarder vers ce qui a l'air plus facile, mais en fait, c'est pas plus facile puisque vous l'avez pas travaillé. Faites-vous confiance, vous avez travaillé des choses. On aura l'occasion de revenir sur ce que vous avez travaillé, mais globalement, vous avez travaillé des choses, donc faites-vous confiance là-dessus. Donc, passez ça. Une autre question qu'on m'a... Ah oui, donc passer ça, effectivement, la dissertation, c'est mieux noté. Oui, parce qu'en général, les gens ont bien travaillé pour la dissertation. On va dire qu'il y a un peu un biais qui va se faire, à savoir que souvent les gens, on va dire un petit peu plus scolaires, un petit peu plus travailleurs, qui n'ont pas peur d'apprendre des choses par cœur, etc., naturellement vont se diriger vers la dissertation. Ce qui fait qu'on a souvent un peu plus de bons élèves en dissertation. Et c'est aussi pour ça que on peut expliquer qu'il y a parfois 2, 3, 4 points au-dessus en moyenne, qu'on va avoir une moyenne à 12 en dissertation et je sais pas à 8 en commentaire. Bah ça va s'expliquer aussi parce qu'il y a plus de bons élèves, en tout cas des élèves qui ont suffisamment révisé la dissertation et que bah, fatalement, comme on sait que ça va forcément tomber sur un des 4 sujets, et ben on a forcément des armes. Alors que sur un commentaire, si vous tombez sur un commentaire que vous n'avez jamais révisé, enfin un texte que vous ne connaissez pas du tout, bah là il y a beaucoup plus de risques de se planter. Bon. Et l'autre chose, c'est que bah, comme en dissertation, il y a des gens qui le prennent un peu au talent, au pif, bah, il y a aussi des gens qui vont se planter. Et donc fatalement, bah, ça va mettre en valeur les gens qui auront mieux réussi et mieux appris la dissertation. Voilà. Donc, la dissertation, c'est mieux noté, oui, mais pas automatiquement. C'est pas parce que vous avez pris la dissertation que ce sera mieux noté. Et j'en sais quelque chose pour avoir eu une sale note le jour J. Donc, ça, c'était pour cette question-là. Maintenant, une autre question qui a été posée, c'est est-ce que ce sont toujours les mêmes types de dissertations? Donc ça va être intéressant, ça va me permettre de faire le point. Qu'est-ce qu'on entend par des types de dissertations? Globalement, vous allez avoir 2 types de sujets. Vous allez avoir des sujets questions et vous allez avoir des sujets citations. Là, on est vraiment sur la dissertation, le commentaire, ça arrive juste après, rassurez-vous. Voilà, mais donc pour la dissertation, 2 types de sujets, des sujets questions, des sujets citations. Si je reprends des exemples du bac, les sujets questions, vous voyez, ça va être quelque chose, une question directe. Ça va être présenté comme ça. Peut-on considérer Sido et les de la vigne comme des œuvres de l'émerveillement? Et donc dans ces cas-là, c'est personne qui l'a dit, c'est on va dire le bac qui décide de vous poser une question. Ok. Donc là, vous voyez que c'est une question qui est assez fermée. Là, ici, de la même manière, la maladie d'Argan dans le Maladie imaginaire n'engendre-t-elle qu'un spectacle comique? Dans le roman de Rabelais, Gargantua, etc. Bon bref, vous voyez que c'est des questions. Là aussi, vous avez une question un peu plus ouverte. Donc, ce qui va me permettre de reparler de ça un petit peu après. Alors juste, donc je réponds pour le commentaire. On va en parler d'ici, je pense, 10 minutes. En gros, on va parler un petit peu de la dissertation. On parle du commentaire dans 10 minutes. Voilà. Donc, là, ici, vous voyez, quand on a ce type de sujet-question, l'avantage, c'est que la question, elle est orientée. On n'a pas besoin tellement de dégager d'éléments qui sont moins utiles que d'autres. En général, on se débrouille pour que la question, elle soit suffisamment restreinte pour que vous ayez à répondre à la question. Bon, ici, vous voyez, il y a le côté un petit peu fermé, n'engendre-t-elle qu'un spectacle? Donc, il y a une structure restrictive. Pensez-vous que le rire ne soit que de l'ordre de la farce? Tous les sujets que je vous ai pris là, c'est des sujets qui ont été vraiment posés au bac. Alors à part pour Rimbaud, parce que l'année dernière c'était parce que c'est un nouveau thème. Donc, peut-on considérer Sido et les Vrilles de la Vigne comme des œuvres de l'émerveillement? Vous voyez que là, vous allez devoir dire oui ou vous allez devoir dire non. Pareil pour là, pareil pour là. Maintenant, vous voyez que en quoi peut-on dire que la création poétique est un acte d'émancipation? Là où ça vous pose un problème, ça va être dans le traitement du sujet. Parce que ça va vous amener à un traitement thématique.
donc j'aurai l'occasion de revenir dessus après, mais en gros, là, comme c'est pas une question de fermer, en gros, on vous demande globalement de dire les trois formes qui font qu'on peut dire ça. Moi, je vous ai déjà dit que j'étais pas fan de la structure thématique, parce que ça permet pas bien de penser. Maintenant, il y a toujours moyen de faire du dialectique avec du thématique, mais on verra ça après. Bref, premier type de question, premier type de sujet que vous pouvez avoir, le sujet question. La question vous est posée directement, a priori, vous n'avez pas trop de travail à faire pour comprendre quelle est la question qui est derrière. Maintenant, vous pouvez aussi avoir sujet citation, plus compliqué. Alors, dans le sujet citation, vous allez vous retrouver avec une citation, soit d'un critique nommé ou pas, soit directement de l'auteur ou de l'autrice. Et vous allez devoir, là pour le coup, un peu plus mélanger, un petit peu plus chercher ce qu'il faut, ce qui est important. Là, ici, vous voyez, c'est un sujet qu'on avait déjà traité en live. Je voudrais dire tout ce que je sais, tout ce que je pense, tout ce que je devine, tout ce qui m'enchante et me blesse et m'étonne. Là, il va falloir faire du tri. Parce que si vous ne faites pas du tri, vous allez vous retrouver dans une situation compliquée où vous allez devoir tout commenter, où en fait, on ne sait pas où votre sujet il va aller. Pareil, évoquant le théâtre de Molière, un critique affirme que tout y est apparence, tout cherche à y plaire. Bon. Et on a traité dans le live de la dernière fois sur les silènes, les boîtes décorées, etc. Ce genre de sujet-là, citation, quand vous le voyez, il faut vous dire dans quelle mesure, quelle est la chose intéressante. Et c'est pour ça que l'analyse du sujet, elle va durer peut-être un peu plus longtemps là-dessus. Parce que vous allez devoir vraiment trouver ce qui est intéressant. Il y a des choses qui vont être moins intéressantes, parce que là, je vous ai mis que des petites citations. Et il y a aussi des moments où vous allez avoir des plus longues citations. Vous allez avoir des citations plus longues, et donc il va falloir faire le tri. Par exemple, ici, sur les silènes boîtes décorées, bon là, on vous l'a un petit peu réduit, donc ça va. Mais par exemple, pour celle de Sido, là, il va falloir faire attention. Il va falloir vraiment distinguer ce qu'il faut considérer, ce qu'il ne faut pas considérer. Voilà pour les types de sujets qu'il y a. Alors au besoin, plus tard dans le live, on pourra traiter certains sujets si vous voulez. Et tout ça nous amène à deux types de traitements. C'est-à-dire que pour votre sujet, vous allez avoir un traitement thématique ou un traitement dialectique. Moi, en cours, j'ai travaillé que le traitement dialectique parce que c'est celui qui est le plus pertinent par rapport à la dissertation. Maintenant, si jamais le jour J, vous vous retrouvez face à une dissertation où vous n'arrivez pas à trouver une structure en haut, oui, cependant, plutôt, vous pourriez aller vers du thématique, à savoir grand 1, j'en sais rien, si on prend la maladie d'Argan, grand 1, oui, il est malade, et en fait, vous n'allez pas vraiment vous contredire par la suite. Ou là, par exemple, sur la question de la création poétique chez Rimbaud, vous allez dire c'est d'abord une création poétique qui est esthétique, puis c'est politique, puis c'est ça, etc., sans forcément qu'il y ait une progression flagrante. Bien. Maintenant, ce qui est plus intéressant à mes yeux, c'est le traitement dialectique. Maintenant, pour le traitement dialectique, c'est plus compliqué. Alors, est-ce que le thématique marche pour le sujet question ? Eh bien, tout dépend de la question. Ici, en fait, c'est pas le fait que ce soit une citation ou une question qui va définir si c'est une dialectique ou une thématique. Éventuellement, si vous vous retrouvez avec une question fermée, où il faut dire oui ou non, là, c'est sûr qu'on vous invite à faire du dialectique. C'est certain. Quand on dit peut-on considérer les vrilles de la vigne comme des œuvres de l'émerveillement, vous n'allez pas pouvoir dire oui de trois manières différentes. A priori, on vous invite à dire oui, et en tout cas de nuancer, donc de dire un peu non, ou en tout cas mais. Bon. Donc là, pareil, c'est une question fermée. La maladie d'Argan n'engendre-t-elle qu'un spectacle comique ? A priori, on vous invite à dire oui, puis non, et ensuite à reformuler. Pareil pour ici, pensez-vous que le rire ne soit que de l'ordre de la farce ? Là, ça ressemble un peu à un piège, quoi. C'est un peu comme quand le prof il vous pose une question et que vous sentez bien que c'est pas juste la question qui compte, c'est aussi ce que vous allez répondre et vous êtes attendu au tournant. Là, c'est un peu ça. Maintenant, là où on peut vous inviter à un peu plus de thématique, encore que je vais nuancer après, c'est dans ce genre de situation. Parce que c'est pas une question fermée. Quand on vous dit en quoi peut-on dire que la création poétique est un acte d'émancipation, on vous invite plutôt à détailler les différentes manières. Mais on ne vous invite pas forcément à
vous dire et vous nuancer, vous contredire, puis revenir à une autre position, etc. Donc, si on doit résumer, encore une fois, moi je considère qu'on peut faire du dialectique à chaque fois, mais euh, si on devait distinguer, je dirais que si la question est fermée, il faut aller vers de la dialectique, tandis que si la question est ouverte, on peut aller davantage vers du thématique. Voilà. Maintenant, là où ça va poser problème, c'est pour les citations. Parce que la citation, c'est à vous de distinguer, parce que ça va pas être une question fermée ou ouverte. Là, par exemple, ça va être plutôt... là, on peut plutôt aller vers du thématique, où on va avoir ceux que je pense, ceux que je devine, puis ceux qui m'enchantent, puis ceux qui me blessent, éventuellement ceux qui m'étonnent. Bon. Euh, Là, quand vous avez un avis assez tranché, tout y est apparence, tout cherche à y plaire. Bah là, on vous invite plus à avoir un avis tranché. On vous invite moins à distinguer différentes étapes. Vous n'allez pas dire que vous n'allez pas détailler les différentes manières de l'apparence et de comment ça va plaire. Le thématique, non, la dialectique, alors la distinction thématique, par exemple, si là on a en quoi peut-on dire que la création poétique est un acte d'émancipation dans les cahiers de Douai, on va pas opposer les différentes parties. La thématique, c'est on va aborder les thèmes dans l'ordre. En gros, dans un certain ordre, on va parler d'émancipation physique parce qu'il fugue, puis d'émancipation politique parce qu'il remet en question l'autorité, puis d'émancipation esthétique parce qu'il écrit de la poésie. En gros, ça serait thématique. La dialectique, c'est plutôt ce que tu dis, Timous, à savoir, euh, d'abord on va dire oui, on va aller dans le sens du sujet, puis on va nuancer, et ensuite on va essayer de dépasser cette opposition. En gros, la dialectique, c'est quelqu'un affirme quelque chose, je vais dans son sens, puis après je nuance un peu ce qu'il a dit, et à partir de là, comme il y a deux positions qui sont un peu éloignées, on va chercher à rassembler ces deux opinions-là en une seule opinion qui mette tout le monde d'accord, en gros. C'est pour ça qu'on appelle ça un dépassement. Donc la structure, c'est plutôt euh, oui, mais plutôt, et on a aussi certes, cependant, plutôt. Voilà, ça c'est la distinction thématique dialectique. Voilà pour ces différents types de traitements. Voilà. Donc si c'est clair pour la dialectique, je vous propose de passer maintenant aux points qui m'ont beaucoup été posés, à savoir les questions d'accroche, d'ouverture et de transition. Donc, pour l'accroche. Alors, l'importance de l'accroche, c'est que c'est ce qui vous permet déjà de vous distinguer avant même d'avoir commencé votre devoir. C'est-à-dire que l'accroche, c'est l'originalité que vous allez amener à votre sujet. Le truc, c'est que, dites-vous bien, que ce soit en disserte, donc là, je vais vous mettre l'accroche de dissertation, et ensuite, je vais faire l'accroche de commentaire, mais dans tous les cas, que vous ayez pris la dissertation ou le commentaire, vous allez faire un sujet que des centaines d'autres personnes auront traité. Et a priori, qui vont pas mal se ressembler. Donc l'accroche, ça va vraiment être le moment de montrer que vous avez en gros votre personnalité. Donc c'est pour ça qu'il faut être un peu accrocheur. Il y a un côté un petit peu provoquant, communication là-dedans. Il faut limite chercher à choquer. L'idéal pour une accroche, c'est de réussir à citer une autre œuvre. Là, c'est pour ça, dans les deux exemples que j'ai pris, on va le voir, mais en gros, l'idéal de l'accroche, c'est que vous venez accrocher. Imaginez-vous votre correcteur, il a corrigé, je sais pas, il est à la moitié de sa journée, il a corrigé 20 copies, il en peut plus, il commence à moitié à s'endormir sur sa correction, et là d'un coup, il a une citation, je sais pas, de Pascal ou un truc comme ça, bref, une citation ou un truc qui lui amène à voir les choses différemment. Et ben là, il va être réveillé. Il va se dire, ok, d'accord, alors comment tu vas me justifier cette accroche originale avec le sujet dont il est question qui a été traité 20 fois de manière très plate par d'autres élèves. Et c'est là où derrière il faut assumer. Donc, oui, on peut se servir de la biographie de l'auteur pour l'accroche. En fait, on peut se servir de tous les éléments de la culture qu'on a. Alors, si c'est sur une dissertation, sur une œuvre, c'est toujours intéressant de le relier à l'œuvre et à la thématique. On verra que pour le commentaire, on a un peu plus de liberté. Pour la dissertation, c'est le moment d'amener effectivement des éléments extérieurs à l'œuvre directement, ou alors d'amener des éléments de contexte ou des éléments comptables. C'est ce qu'on va voir là-dessus. Donc,
Là, ici, sur la première accroche que je vous ai mise, c'est le sujet, c'est le malade imaginaire ne fait que se moquer d'Argan. Ok. Donc, en dissertation, vous pouvez pas commencer votre sujet. C'est aussi ça le rôle de l'accroche, c'est que ça, on ne commence pas son sujet en citant le sujet. On commence le sujet par une accroche, et c'est-à-dire qu'on va amener élégamment notre sujet. On va pas l'amener comme ça de but en blanc, ça se fait pas, vous n'allez pas aborder quelqu'un, mais en fait c'est très naturel. De la même manière, vous voyez, si vous allez aborder quelqu'un, vous n'allez pas l'aborder avec directement une question étrange. Éventuellement, vous allez avoir un élément d'accroche, un élément qui va vous permettre de discuter, etc. Bah là, c'est un peu la même chose. On est relativement décent, élégant, on est pas mal poli, en gros. On commence pas par un sujet comme ça. Donc, je vous lis l'accroche que j'avais faite pour ce sujet qui était le malade imaginaire ne fait que se moquer d'Argan. Argan, en étant présent à 27 reprises sur les 32 scènes de la pièce, se présente comme le personnage principal de la comédie du malade imaginaire, représenté pour la première fois en 1673 et créé par Molière. De fait, tous les éléments comiques de la pièce le prennent comme support. Dès qu'Argan est là, il y a de quoi rire. Dès lors, on serait tenté d'affirmer avec d'autres que le malade imaginaire ne fait que se moquer d'Argan. Vous voyez que là, ce que j'ai fait, en soi, j'ai juste amené le fait que ce soit logique de poser la question. Euh, en gros, l'idée d'une dissertation, et essayez d'y voir quelque chose de naturel. Essayez de vous sortir du fait que ce soit un exercice du bac. Dites-vous, si ça devait arriver dans la vraie vie, comment est-ce qu'on amènerait ce sujet-là? En fait, dans la vraie vie, ce qui se passe, c'est que, a priori, alors à part certains, mais a priori, on ne parle pas pour rien dire. En général, quand on parle, c'est justifié. Et à plus forte raison, quand on pose une question, c'est qu'a priori, elle demande une réponse et que donc ça se justifie par un contexte ou par quelque chose comme ça. Il est rare que vous arriviez et que vous posiez une question complètement au pif sans que ça ait aucun rapport avec le contexte. Là, le problème, c'est que vous allez arriver et qu'il n'y a pas de contexte. Donc c'est à vous d'amener tout le contexte. Donc vous devez arriver avec votre question, mais l'idée c'est de justifier le fait de poser la question. Cette question-là, elle vous est posée, donc évidemment vous allez y répondre, puisque c'est le bac. Mais si on oublie l'idée de bac, la question, elle n'est justifiée que par le fait que vous avez réussi à l'amener et à la mettre en valeur. Donc, partant de ce principe-là, on ne commence jamais par le sujet, mais on amène le sujet. Et au cours du moment où on amène le sujet, on va faire le lien entre une accroche. Donc là, ici, mon accroche, c'est le nombre de fois où Argan est présent sur scène, une présence démesurée. Argan est présent 27 reprises sur les 32 scènes de la pièce. Donc c'est énorme. Donc, ça, c'est un élément comptable qui va nous faire dire ah ouais, mais c'est vrai qu'il y a vachement de monde. Enfin, il y a vachement de monde qui est pas là, à part Argan. Donc Argan, il a l'air d'être l'élément central. Ok. Donc à partir de là, ça justifierait, comme on est dans une comédie, et que Argan, il est un personnage qui est moqué, ça justifierait le fait qu'on dise le malade imaginaire ne fait que se moquer d'Argan. On est d'accord avec ça. Donc, à partir de ce moment-là, on se pose la question. Et on pose la question un peu de manière candide, puisque derrière, il va être question de nuancer ce qui a été dit. Et est-ce que c'est vraiment le cas? Mais dans un premier temps, votre objectif, ça va être de vous dire, est-ce que la question est légitime? Et une fois que vous avez légitimé la question, et ben ensuite, on va essayer d'y répondre. Mais déjà, votre accroche, elle est là pour dire, la question ne va pas de soi. La question est légitime. Donc, ici, dans cette accroche, voilà, une première phase où je donne vraiment l'accroche, l'élément un petit peu choquant, un petit peu accrocheur. Puis ensuite, j'en profite pour placer les éléments essentiels, le malade imaginaire, Molière, 1673. Et après, je relis mon accroche avec le sujet. L'accroche, oui, c'est la première chose de la dissertation. En fait, il ne faut pas tant voir les choses comme d'abord il y a l'accroche, puis il y a la bio de l'auteur, puis il y a la problématique, puis le plan. Il faut plutôt voir les choses de manière un peu plus élégante, à savoir l'accroche, elle vous sert à introduire l'œuvre dont on va parler et le sujet dont on va parler. À partir du moment où on a introduit ce sujet, on va analyser ce sujet. Donc ça, c'est la troisième phase. On va dire, en gros, si on devait résumer, accroche, qui comprend, accroche, puis présentation de l'œuvre et du sujet, puis analyse des termes du sujet, puis problématique, puis annonce du plan. Donc 5 étapes essentielles.
Maintenant, au sein de l'accroche, on va présenter l'œuvre, mais en gros, l'idée, c'est plutôt vraiment on présente, on accroche l'oreille, l'œil du lecteur, puis on le relie au sujet. Il ne faut pas que votre accroche n'ait aucun rapport avec le sujet. L'idée, c'est vraiment que tout ça est lié. Et ensuite, on procède à l'analyse des termes, etc. Ok, je vous ai pris une deuxième citation, enfin une deuxième accroche. Donc là, c'était pour le sujet, dans Gargantua, le rire s'oppose-t-il au savoir, qui a laissé un très bon souvenir aux premières quatre. Pour ce que le rire est le propre de l'homme. C'est ainsi que se termine la vie au lecteur au début de Gargantua. Cette œuvre, écrite en 1534, met en scène un géant, Gargantua, depuis sa naissance jusqu'à la fondation de l'abbaye de Thélème. Entre-temps, on trouve son éducation de prince et la guerre face à Picrocole. La vie au lecteur semble mettre en avant le rire. Pourtant, l'importance de l'éducation du prince dans le récit nous interroge. Dans Gargantua, le rire s'oppose-t-il au savoir? Là, vous voyez, pareil, je ne commence pas par mon sujet, parce que si vous arrivez, vous dites, dans Gargantua, le rire s'oppose-t-il au savoir? Comme la fiction dans laquelle on est, au moment où vous êtes en train de faire votre dissertation, c'est vous êtes en train, en gros, de vous adresser à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de ça. L'idée, c'est un peu ça, puisque votre démonstration doit prouver quelque chose. Ben, il faut parler de l'œuvre. On ne peut pas commencer directement par le sujet, puisqu'on dit dans Gargantua, le rire s'oppose-t-il au savoir? Ben non, il faut déjà présenter l'œuvre. Qui est-ce qu'il a écrit? Et de quoi il est question aussi. Donc, là, vous voyez, je commence en disant « Pour ce que le rire est le propre de l'homme ». Donc déjà, c'est une citation de l'œuvre. Mais, bon, bah déjà, quand il y a une citation, pourquoi est-ce que ça claque un petit peu plus? Parce que c'est quelqu'un de grand, de connu, d'intelligent qui l'a dit. Déjà, vous vous mettez un peu sous le patronage de quelqu'un d'intelligent. Donc, le rire est le propre de l'homme. Et ensuite, bah, il va falloir relier tout ça. On ne peut pas se contenter juste de dire le rire est le propre de l'homme. Donc, on se demandera comment, dans Gargantua, le rire s'oppose au savoir. Puisque votre sujet, il parle du savoir. Et dans la citation de Gargantua, il n'est pas question du savoir. Donc, on voit qu'il y a un problème. Alors, ce qu'on commence par faire, c'est le rire est le propre de l'homme. On place, on dit où ça se passe. Ensuite, on présente l'œuvre rapidement. On dit qu'elle met en scène un géant. Et en racontant, en fait, ce dont on se rend compte, c'est que, entre-temps, on trouve son éducation de prince et la guerre face à Picrocole. On a parlé de l'éducation. À partir du moment où on a parlé de l'éducation, ça se justifie qu'on s'interroge sur est-ce que le rire s'oppose au savoir? Puisque c'est pas juste une question philosophique, est-ce que le rire doit s'opposer au savoir? Non, c'est pas ça. Ce qui importe, c'est dans Gargantua, pourquoi le rire il pourrait être dangereux? Parce qu'il s'oppose à l'éducation du prince. Gargantua, c'est un prince qui est censé régner sur son royaume. Donc si il y a trop de rire, eh ben, il va pas être capable justement d'être un bon roi. Donc une fois qu'on a placé ça, cette question de l'éducation, on revient à notre accroche, on vient la justifier. L'avis au lecteur semble mettre en avant le rire. Pourtant, l'importance de l'éducation du prince dans le récit nous interroge. Et c'est là où on va placer notre sujet. Voilà pour ça. Est-ce que sur l'accroche de dissertation, c'est clair? Parce que je vais passer à l'accroche de commentaire. Donc s'il y a des problèmes avec l'accroche de dissertation, c'est le moment. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, encore une fois, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser, je répondrai, je trouverai le moyen d'y répondre plus tard. Donc, cela étant dit, on peut passer à l'accroche de commentaires. Alors, ici, j'ai mis une accroche à partir d'un texte qu'on avait fait avec les premières, qui était le texte de Germinie Lacerteux, qui était écrit par les frères Goncourt, donc qui racontait l'histoire d'une jeune servante, bon, de toute façon je vais le dire dans l'intro, d'une jeune servante qui se promenait dans les rues colorées à l'issue de sa journée de travail. Voilà. Donc je vous lis ce début d'introduction. Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers. C'est avec ces mots... Oula, bah là vous voyez, la fin de l'année elle est pour tout le monde, une énorme faute d'orthographe, bref. Donc c'est avec ces mots que Rimbaud débute son poème Sensation, dans lequel il met en avant une promenade hors du temps et du travail. Donc là je place cette accroche-là, et là on pourrait se dire, bah on est très très loin de notre sujet, puisque notre sujet c'est Germinie et Certos, déjà c'est un roman,
Ensuite, on parle d'une servante, elle est dans la ville, etc. A priori, Rimbaud, c'est pas justifié. Mais, et là, vous voyez aussi, j'ai pris une citation que vous seriez capable d'avoir, c'est-à-dire que normalement, pour faire une bonne accroche, il faut avoir une très bonne culture générale parce que on ne connaît pas beaucoup de textes ou d'œuvres qui parlent d'une servante à Paris, etc. Et surtout pour que ce soit en rapport avec ça. Donc là, moi, j'ai placé une citation que vous étiez susceptible d'avoir. Donc, je reprends. Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers. C'est avec ces mots que Rimbaud débute son poème Sensation, dans lequel il met en avant une promenade hors du temps et du travail. Germigny Lasserteux, écrit par les frères Jules et Edmond Goncourt en 65, semble également nous proposer un parcours à travers des sensations, une fois la journée terminée. Dans ce passage issu du chapitre 12, le lecteur est témoin de la vie quotidienne de Germigny, servante à Paris. Après une longue journée de travail, elle se promène en banlieue avec son ami Jupilon. Le texte décrit en détail leur promenade, mettant en avant les activités et les sensations qu'ils rencontrent tout au long de leur trajet, ainsi que l'évolution de l'atmosphère. Donc, la différence dans le commentaire, c'est que le commentaire, vous allez devoir amener une problématique, mais donc il va falloir des enjeux, etc. Vous n'avez pas un sujet à amener. Ce qu'il faut, c'est réussir à accrocher votre euh, spectateur, votre lecteur, par un truc qui sort un peu de l'ordinaire. Il ne faut pas raconter n'importe quoi non plus. Mais là, vous voyez que je me suis dit, est-ce que j'ai quelque chose dans ma tête qui parle un petit peu d'une promenade? Il n'y a rien qui m'est venu avec le roman, donc je me suis dit, on va aller, dans le domaine du poème, puisque ça parle d'une promenade. Ah, j'ai quoi? J'ai Rimbaud. Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers. Donc il y a un côté, il y a l'atmosphère calme. Et effectivement, dans le texte, il y a aussi une atmosphère qui est relativement calme et en tout cas un peu mélancolique. Donc ça peut se justifier. Par contre, il faut que la justification, elle soit explicite. Il ne faut pas partir du principe que que le lecteur va le voir. Alors, je réponds d'abord sur l'accroche, mais l'accroche du texte doit être en lien avec l'explicite du texte ou l'implicite qu'on va développer. Euh, En fait, votre implicite, il sera jamais aussi loin que ça. Mais ce qui importe, je dirais dans ces cas-là plutôt l'explicite. On va partir de ça. Vous voyez qu'il y a une promenade dans un texte, vous faites votre accroche avec un texte ou une référence qui parle de promenade. En gros, c'est ça l'idée. Mais par exemple, euh, si vous avez le poème, on en a parlé avec Victor Hugo, si vous avez Demain dès l'aube à l'heure où blanchit la campagne, où c'est un poème qui est à la fois sur la nature et en même temps sur le deuil et sur le décès, vous pouvez parler de l'implicite qui est dans Le Dormeur du Val, par exemple. Mais globalement, comme on est au début, comme on se met en jambe, il ne faut pas perdre son lecteur. Donc, on ne commence pas par l'implicite. Donc, effectivement, on peut retenir cette règle-là. L'accroche du texte doit être en lien avec l'explicite du texte. Ça me va. Mais vous voyez qu'en fait, dans mon introduction bourrée de fautes, là, ce que j'ai fait, donc j'ai commencé par ça. J'ai dit c'est avec ces mots que Rimbaud débute son poème Sensation, dans lequel il met en avant une promenade. Sauf que le problème que j'ai, c'est que dans Sensation, c'est une promenade qui a aucun rapport avec la société. Il est très loin de la société. Sauf que Germigne Lasserteux, elle se promène dans la société. Et c'est à la fin du texte qu'elle se retrouve à être un petit peu dans la nature. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit que c'était une promenade dans Sensation qui était hors du temps et du travail. Puisque s'il est en dehors de la société, il est aussi en dehors du travail. Donc là, c'est un peu une espèce de petite pirouette que je fais pour justifier le lien. En gros, je vais venir, mettons que, je sais pas, entre Sensation et le texte des frères Goncourt, il y a genre un lien qui fonctionne sur 15, je vais appuyer à fond sur le seul lien qui fonctionne. Et c'est ça qui va me permettre de faire lien derrière. Et donc, une fois que j'ai dit ça, je présente mon texte tranquillement, je mets toutes les cases à cocher, Germigny Lasserteux, écrit par les frères Goncourt en 65. Et là, je vais dire aussi, semble également, vous voyez, c'est avec ce genre d'adverbe qu'on va faire le lien entre notre accroche et notre texte. On va dire également, en fait, on va dire, comme dans ce texte-là, on retrouve ça dans notre dans notre texte du jour. Ça tombe vachement bien du coup. Bon, j'ai qu'à vous en parler. En gros, c'est un peu ça l'idée. Donc, semble nous proposer un parcours à travers des sensations. Donc là aussi, au passage, je profite pour
rappeler au lecteur le fait que c'est justifié, puisque dans le texte, elle se promène et elle a des sensations. Et le poème de sensations, ça va, c'est justifié. Des sensations, une fois la journée terminée. Donc là, pour reparler des étapes de l'introduction, accroche, au sein de laquelle il y a du coup accroche, présentation du texte, accroche, présentation de l'œuvre, présentation du texte, à savoir le texte en particulier. Là, ici, dans ce passage issu du chapitre 12, donc j'ai présenté d'abord l'œuvre Germigny Lasserteux, et ensuite je présente le passage. Le lecteur est témoin de la vie quotidienne de Germigny, servante à Paris. Après une longue journée de travail, elle se promène en banlieue avec son ami Jupilon. Le texte décrit en détail leur promenade. Donc là, je raconte un peu plus le texte. Je dis un peu plus, au-delà de l'histoire, ce que fait le texte. Le texte décrit en détail leur promenade, mettant en avant les activités et les sensations qu'ils rencontrent tout au long de leur trajet, ainsi que l'évolution de l'atmosphère. Là, ici, je vous ai mis vraiment que le début. Pour arriver jusqu'à la problématique, il faudrait qu'on en rajoute un petit peu sur l'évolution de l'atmosphère, sur le fait qu'elle se retrouve à être seule dans la nature par la suite, et qu'il y a une dimension plus mélancolique, parce que dans ce texte-là, ce sont les enjeux. Donc là, en gros, je vous ai mis l'accroche ici, la présentation de l'œuvre qui n'oublie pas de se relier à l'accroche, ensuite la présentation du texte, puis là, je vous ai mis une partie des enjeux. Il faudrait accentuer un petit peu les enjeux derrière et ensuite amener à la problématique et l'annonce du plan. Voilà. Donc la problématique, c'est toujours après les enjeux. Les enjeux sont toujours après la présentation du texte et de l'œuvre, qui sont toujours après l'accroche. Voilà. Est-ce que c'est clair pour ces choses-là? Si ça l'est. Si ça ne l'est pas, surtout dites-le moi, mais je pars du principe que ça l'est. Et donc, on va pouvoir passer à l'ouverture. Alors, l'ouverture, dites-vous bien que, en fait, votre texte, votre devoir, c'est un petit peu... ça marche un petit peu en symétrie. C'est-à-dire que vous allez avoir votre accroche avec votre problématique, accroche, problématique, annonce du plan. Et à la fin de votre devoir, vous allez avoir la réponse à la problématique avec le détail de comment vous avez réussi à prouver votre point. Donc, en gros, ça va être votre annonce de plan, mais en confirmé. Ça va pas être on va voir comment, ça va être on a vu comment. Et vous allez avoir votre ouverture. En fait, votre devoir, c'est une parenthèse dans le quotidien banal et non intellectuel de notre vie. Vous êtes arrivé à un moment, vous avez accroché les gens, vous leur avez parlé d'un texte pendant très longtemps, et à la fin, comme vous avez ouvert leur esprit, vous les laissez avec une petite ouverture. Vous vous dites, mais si vous voulez prolonger cette conversation, intéressons-nous à ce texte-là. Et voilà. Et là, vous êtes tranquille. C'est ça l'esprit de la dissertation. C'est que vous arrivez avec une proposition surprenante. Donc vous accrochez votre spectateur parce qu'a priori, il ne va pas vous écouter. Donc vous l'accrochez. Ensuite, vous lui posez une question avec la problématique. Il se dit, ah bah tiens, c'est vrai que c'est intéressant comme problématique. Vous vous retrouvez ensuite à lui poser, à lui dire, donnez votre programme. Ça, c'est l'annonce du plan. Vous allez dire, bah d'abord, on va faire ça, puis on va faire ça, puis on va faire ça. À la fin, vous arrivez, vous dites, bah finalement, notre problématique, on peut y répondre de manière claire. On a bien montré que. Et à la suite de ça, vous allez dire, bah oui, on a bien montré que, puisqu'on a montré ça, on a montré ça, on a montré ça, en résumé. Et à la fin, vous vous retrouvez par dire, c'est également des problématiques qu'on peut retrouver à l'intérieur de ça et de ça et de ça. Voilà. En gros, l'idée, c'est ça. Alors, Louane, il n'est pas possible d'avoir 20 sans ouverture. De la simple et bonne raison qu'il n'est pas possible de savoir qu'on va avoir 20, puisque la démonstration, elle dépend de plein de choses. Une copie qui est brillante et qui n'a pas d'ouverture, elle aura 20. L'ouverture ne vous assure pas d'avoir des points en plus. Par contre, elle est plus élégante. Je vous ai toujours dit cette année, c'est d'abord la décence et ensuite l'élégance. Déjà, mettez toutes les parties attendues et ensuite, voilà. Dans l'idéal, faites une ouverture. Si vous n'avez pas d'ouverture, ne vous prenez pas la tête non plus. Voilà. En revanche,
vous avez normalement, rien qu'avec cette année, suffisamment de culture pour être capable d'utiliser des textes qui ne sont pas directement, enfin, qui ne seraient pas directement liés. Je dis pas que tous les commentaires que vous allez avoir, enfin tous les textes de commentaires que vous allez forcément pouvoir les relier à quelque chose que vous avez fait pendant l'année. Mais je veux dire, rien que sur cette année, on a vu de la poésie avec Rimbaud et un peu avec Baudelaire. On a vu du roman avec Colette et avec Georges Sand. On a vu de la littérature d'idées avec Gargantua et un petit peu avec Erasme. Et on a vu du théâtre avec Molière. On a aussi parlé, par exemple, des Dents de la Mer. On a aussi parlé de Cléo de 5 à 7 de la Nouvelle Vague. On a étudié dans le cadre des différents textes qu'on a pu faire des textes de Hugo. On a vu des textes des frères Goncourt, etc. Donc, si vous faites appel à votre mémoire, vous arrivez sur un texte et vous allez vous dire ah ok, là je pourrais faire une ouverture là-dessus. Euh, si je vous prends par exemple, alors on va revenir justement sur l'ouverture, mais simplement si j'essaye de vous reprendre un sujet, par exemple voilà ce sujet du bac là, hop. Donc c'était ce sujet-là, voilà. Là, ici, vous voyez, c'est un poème qui s'appelle Le vase brisé. Bon. Donc, c'est un poème, en gros, je vous la fais rapidement, mais qui fait une comparaison entre un vase euh, qui est fêlé et à qui on dit ne touchez pas à ce vase, il est brisé. Et il y a une comparaison qui se fait avec un cœur, donc avec l'amour. Donc, en gros, c'est une comparaison entre la fragilité d'un vase et la fragilité d'un cœur. Et donc, ça parle d'amour à travers un objet. Et bien une fois que vous avez compris ça, vous allez vous dire ok, ça parle d'amour, et en plus vous avez fait un commentaire dessus pendant 4 heures, donc vous arrivez à la fin de ça, vous dites ok, ça parle d'amour, ça parle d'un objet, est-ce que j'ai pas quelque chose qui pourrait marcher là-dedans, est-ce que j'ai pas un poème, ou est-ce que j'ai pas un texte qui va parler de ça, de la fragilité de l'amour. A priori vous en avez plein quand même, de la fragilité de l'amour. Mais vous pourriez mettre par exemple en lumière le fait que la fragilité d'un objet qui irait avec euh, la fragilité de l'amour, eh ben on peut le retrouver avec, tiens, Roméo et Juliette, parce que tout le sort de leur amour ne dépendait que d'une lettre, et cette lettre n'a pas été donnée, et donc les deux sont morts. Vous voyez? C'est une manière de relier. C'est comme ça que ça va se passer. Voilà. Je reviens sur notre, notre ouverture, notre question de l'ouverture. Alors, sur la question de l'ouverture, vous allez vous retrouver. Alors, attendez, j'attends que ça revienne quand même. Voilà. Donc, là, je vous prends 2 exemples d'ouverture. Alors, je réponds aussi simplement aux questions. L'ouverture peut-elle parler d'un film ou d'une série, ou alors c'est conseillé de parler d'un autre texte. L'idée, c'est plutôt aller parler d'une œuvre qui, on va dire, est rentrée dans une certaine culture classique, un peu élitiste, acceptée. Ça, c'est pas évidemment dans l'absolu, tout se justifie, il n'y a pas de sous-culture, etc. Mais vous allez tomber sur des jurys qui potentiellement sont un petit peu plus à l'ancienne et ne voudraient pas qu'on parle d'une série de 2020 ou même de cette année. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas parler de films, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas parler de séries. Mais on va dire, ça dépend, et là il n'y a pas de règle, ça dépend un peu du prestige qu'on associe à la série. Si vous parlez de la série The Wire parce que vous avez un texte qui parle justement de réseaux, de brigands, etc., bon, là ça va aller. Si vous avez un texte sur la piraterie, parlez pas de Pirates des Caraïbes, c'est ça que je veux dire. Bon. Et pareil pour les films, on considère que les films qui sont un peu rentrés dans la culture classique, ça passe. Vous voyez, je pense qu'on est à un stade. Si vous aviez un texte vraiment fantastique qui parlerait de l'espace, etc., peut-être que maintenant, on serait en mesure d'accepter du Star Wars ou des trucs comme ça selon votre jury. Mais là, il n'y a vraiment pas de règle. En revanche, je pense que euh, si vous parlez... En fait, tout dépend de comment vous allez le justifier. Pendant l'année, on a fait un texte qui parlait qui était de Victor Hugo, qui parlait d'une pieuvre qui venait enserrer un pauvre marin.
qui venaient pêcher. Donc il y avait une angoisse qui se développait peu à peu. Et il ne suffirait pas en ouverture de dire on retrouve également des attaques marines dans les Dents de la Mer. Là, ce ne serait pas justifié. Mais pas parce que les Dents de la Mer, c'est quelque chose qui serait de la sous-culture ou ce serait du divertissement. Par contre, si vous dites cette atmosphère d'angoisse installée dans le film, installée dans le texte, qui plonge peu à peu le lecteur dans une peur du monstre marin, peut rappeler toute la montée de l'angoisse qui est faite dans Les Dents de la Mer, où le requin n'est vu que dans la dernière partie du film. Là, c'est une ouverture qui est justifiée. Parce que vous dites, de la même manière que dans le texte, on nous amène, on nous cache la pieuvre de plus en plus, de la même manière, dans le film, on nous cache le requin de plus en plus. Là, ça se justifierait. Mais par contre, juste faire du name drop d'artistes, là, ça se justifierait pas. Alors, je reprends les questions dans l'ordre. Une ouverture doit obligatoirement parler d'une œuvre ou est-ce que ça peut continuer sur l'œuvre étudiée? Le truc, c'est qu'en commentaire composé, a priori, ça tombera sur un texte que vous ne connaissez pas. C'est tout le principe. Maintenant, si vous tombez sur un texte je sais pas, si vous tombez sur un texte dont vous avez étudié l'œuvre l'année d'après, enfin l'année d'avant, bah oui, là, si vous savez comment ça se termine ensuite, bah allez-y à fond. Si vous connaissez la fin de Germini la Certeux, vous pouvez mettre en lien la fin avec le début. Un petit peu comme on fait en commentaire linéaire, quoi. Mais normalement, ça ne devrait pas arriver. Voilà, si c'est une œuvre étudiée et que le correcteur va penser que c'est de la simplicité, ou si c'est une autre œuvre, c'est plus valorisant dans le sens où on a poussé nos recherches. Bah, encore une fois, ça ne tombera pas sur l'œuvre étudiée. Pour le commentaire composé, ça ne tombera pas sur une œuvre que vous avez étudiée. Ça, c'est le cas pour l'analyse linéaire, pour l'ouverture. Et alors, pour l'ouverture de l'analyse linéaire, je referai des lives, moi, pour l'oral. Donc, on va essayer de pas tout confondre, mais globalement, sur le linéaire, vous pouvez faire... oui, vous pouvez continuer la réflexion sur ce qui a déjà été fait. Donc, ayant répondu à ces questions-là, je vais je vais vous lire les deux ouvertures que j'ai faites. Donc, la première, c'était sur la dissertation de Gargantua, qui était est-ce que peut-on le rire s'oppose-t-il au savoir dans Gargantua? C'est donc en faisant une réelle place au rire que l'humanisme peut espérer diffuser ses nouveaux idéaux. C'est ce qu'a parfaitement compris Erasme en faisant parler folie dans son éloge de la folie, qui affirme que la nature se rit superbement de ceux qui prétendent tout savoir. Le rire, en effet, ramène l'individu à son humilité et en faisant cela, empêche le savoir de devenir folie. Alors, vous commencez à voir que, en dissertation, l'ouverture elle est un peu plus complexe. De la même manière que euh, l'accroche est plus facile en dissertation et plus compliquée en commentaire, et ben l'ouverture elle est plus facile en commentaire et elle est plus difficile en dissertation. Parce que à la fin de votre dissertation, vous allez arriver avec une réponse. Est-ce que le rire s'oppose au savoir? Bah, vous allez dire non parce que pour tout un tas de raisons que vous allez détailler, en fait le rire il accompagne le savoir. Donc vous arrivez avec une réponse claire. Vous avez posé une question claire, vous n'aviez pas la réponse au début. Là, vous arrivez avec une réponse claire. Le rire ne s'oppose pas au savoir. Et bien là, il faut trouver un moyen de poursuivre la discussion avec une autre œuvre. Ou alors c'est là où il y a peut-être deux types d'ouverture possibles. Soit vous ouvrez avec une autre œuvre, là, comme je l'ai fait sur l'éloge de la folie. Soit, et ça peut être plus intelligent si vous êtes en galère pour la dissertation, vous faites une ouverture sur un autre aspect du texte. Là, le problème, c'est que rire et savoir, il y a pas mal de choses qui ont été traitées. Mais vous pourriez faire une ouverture qui serait une autre question que pose le texte, que pose l'œuvre. Par exemple, dans Gargantua, il y a la question de la critique de la médecine, de la critique du sophisme. Et bah donc on pourrait revenir à poser une autre question en disant c'est en faisant une réelle place au rire que l'humanisme peut espérer diffuser de nouveaux idéaux. Euh, c'est d'ailleurs pour cette raison-là que Rabelais a autant critiqué
les sophistes, ce qui est en gros un autre aspect de l'œuvre. Une des autres grandes questions de Gargantua est également la critique qu'il fait du sophisme et des faux semblants. Vous voyez que si vous allez un peu plus sur l'angle de la critique de la religion, etc., c'est pas des choses qui sont directement dans notre sujet. Donc ça pourrait passer. Voilà, mais ça va être plus clair peut-être. Alors j'ai fait, donc en gros, si je dois résumer, deux types d'ouverture possible en dissertation, soit une ouverture comme avec le commentaire, une ouverture un petit peu plus, comment dire, sur une autre œuvre, soit une ouverture sur un autre aspect de l'œuvre. Donc là, ce sera peut-être plus facile pour vous. Donc vous essayez de trouver une autre question qu'on pourrait poser. En gros, dites-vous quel autre sujet de dissertation on pourrait faire à partir de la réponse que je viens de donner. Oui, ok, le rire ne s'oppose pas au savoir, mais dans ces cas-là, que permet le rire euh, ou alors euh, pourquoi, bon là pareil ça demande de la culture, mais par exemple pourquoi le rire chez Rabelais n'a-t-il pas eu plus d'effet dans la littérature française, puisque en fait on a très peu mis en valeur l'humour dans la suite de la littérature française. Vous pourriez aussi faire une ouverture sur Molière, ce serait complètement possible. De dire rire et savoir, c'est aussi un aspect qui se retrouve dans le Malade imaginaire, puisque on retrouve ces deux aspects-là. Voilà. En gros, il faut chercher dans votre tête ce qui est en lien. Et je vous lis la deuxième ouverture. C'est donc un personnage tout en subtilité, donc on parlait de Argan, est-ce que Argan n'est que l'objet de moquerie? C'est donc un personnage tout en subtilité qui s'est présenté à nous, à l'image de la pièce. Son ridicule est le point de départ d'une réflexion plus profonde, d'autant plus profonde qu'elle traite de la mort, qui allait devenir très concrète pour l'auteur. Argan est à l'image de la pièce, drôle d'abord, profond ensuite. Pour mieux accepter la mort, la pièce nous invite, avec le personnage d'Argan, à en rire. Donc là, je ferme un petit peu, là je suis en train de finir mon devoir. Mais je rouvre le devoir pour pas laisser mon lecteur tout seul. On peut rapprocher ce mélange de légèreté et de profondeur existentielle au théâtre de Beckett, et notamment la pièce Oh les beaux jours, qui fait rire par son dispositif et ses personnages absurdes, mais nous met au devant d'une réflexion sur la mort. Là, vous voyez, j'ai encore fait une ouverture sur une autre œuvre, mais on aurait complètement pu parler du malade imaginaire sous un autre aspect, puisque là, on était vraiment sur Argan, on aurait pu dire que d'autant plus, cette pièce ne s'intéresse pas que à Argan et qu'elle met en valeur d'autres personnages qui nous invitent à une réflexion sur la filiation, sur la paternité, sur le rapport à l'autorité, etc. On aurait pu avoir ça. Bon, on a passé beaucoup de temps sur l'ouverture. Est-ce que c'est clair ou est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc pareil, si on a d'autres, je reviendrai dessus après. Euh, Maintenant, le, euh, sur les transitions. Alors là, j'ai pas changé là. Il faut lire transition ici. Euh, alors, ah oui, non, c'est juste une ouverture. Là, je vous ai mis des ouvertures de dissertation et là, je vous ai mis une ouverture de commentaires. Ouverture de commentaires. C'était Germigny Lacerteux, je crois. Euh, j'ai mis en un sens, ce texte peut nous rappeler celui de George Sand dans l'histoire de ma vie, qui affiche aussi un contraste entre l'énergie et la fougue de sa jeunesse en opposition avec une description longue et contemplative de sa passion pour la nature. Voilà. En gros, la structure d'ouverture, c'est ce texte peut nous rappeler un autre. Votre ouverture peut commencer comme ça. Ce texte peut nous rappeler un autre. Cette question nous invite à, etc. Mais en gros, il faut faire le lien. Il faut pas partir du principe que vous êtes censé faire une ouverture, donc si je mets ma dernière phrase c'est une ouverture, le lecteur il va comprendre que c'est une ouverture. Non, ça c'est pas possible. Et donc, les transitions. Alors, j'ai pris une transition d'Émilie, c'était au tout début de l'année, donc toujours dans ce texte de Germigny Lacerteux, où on avait d'un côté une ambiance festive, de l'autre côté une atmosphère contrastée. Et ben, votre 1 et votre 2, plutôt que de passer directement de l'un à l'autre, bah, vous faites une transition. Donc là, la transition, c'était néanmoins, cette scène d'ambiance festive présente aussi une atmosphère contrastée. On a relié le premier, le grand 1, alors qu'on n'écrit jamais de manière explicite comme ça, au grand 2. Et voilà. Et on a juste fait une phrase qui permet de relier les deux.
une transition, c'est pas obligatoire, mais c'est plus élégant. C'est comme toujours. Par contre, si vous faites des superbes transitions et que vos parties elles sont pas du tout développées, bah ça va être ça va pas sauver les meubles quoi. Ça marche aussi la dissertation. Alors j'imagine que tu parles de la structure d'annonce des de l'ouverture. Oui, ça peut marcher. Pour la dissertation, on dira plutôt cette réflexion nous amène à nous demander, etc. Et en gros, on va venir poser une autre question. Voilà pour les transitions. Les transitions, c'est tout simple. Vous prenez en gros ce que vous venez de dire, vous prenez un bout de ce que vous allez dire et vous essayez de faire une petite phrase qui met les deux ensemble. En gros, c'est ça. Alors, on doit la mettre à la fin de la dernière sous-partie du 1. Oui, en gros, vos transitions, vous allez vous retrouver, vous avez fini votre 1 et éventuellement ce que vous pouvez faire, c'est aller à la ligne. Comme ça, votre lecteur, il va comprendre que vous avez fini votre grand 1. Vous allez à la ligne et en gros, vous allez avoir une phrase et là, on va savoir que c'est la transition. Voilà. Mais en soi, vous pouvez... alors, ne le faites que si vous avez déjà fait et que vous êtes à l'aise avec ça, mais dans l'idée, on fait des transitions entre chaque sous-partie et entre chaque partie, en gros. Votre grand 1 se passe, vous faites une petite transition entre le A et le B, entre le B et le C, et ensuite vous faites une vraie belle transition entre le 1 et le 2, etc. Mais globalement, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, ne faites qu'une transition entre le 1 et le 2. C'est toujours une manière d'avancer plus élégamment dans votre devoir. En gros, c'est ça l'idée. Alors, j'avais ensuite d'autres questions un petit peu plus simples, et donc j'aurai des réponses plus simples aussi. Est-ce qu'on saute des lignes au bac? Alors, il faut savoir que vous aurez des copies à petits carreaux. Donc, les copies à petits carreaux, a priori, il n'y a personne qui a une écriture assez petite pour que ce soit agréable à lire. Pensez bien que vos correcteurs ne vont pas avoir vos copies dans les mains, ils vont les corriger sur un ordinateur. Et on n'a pas envie de se fatiguer les yeux toute la journée. Donc, vous sautez des lignes entre chaque ligne. En gros, vous écrivez une ligne sur deux. Voilà. Ensuite, donc je réponds à une question qui est posée aussi, mais je réponds directement. Entre chaque grand moment, par grand moment, j'entends une introduction, un grand 1, un grand 2, si vous êtes en dissertation, un grand 3, et la conclusion. Entre les grands moments de votre partie, de votre devoir, vous sautez plusieurs lignes. Selon votre écriture, vous sautez suffisamment de lignes pour qu'on comprenne que voilà, c'est une grande respiration qu'on va prendre. On a fini notre introduction, on passe au 1. On a fini notre grand 1, on passe au 2. On a fini notre devoir, on passe à la conclusion. Alors que de l'autre côté, entre chaque sous-partie, on n'a pas besoin de prendre une grande respiration, on prend juste une petite respiration et donc on va juste à la ligne avec alinéa. Voilà. Donc, on saute, là, pour les copies que vous allez avoir, vous sautez, vous écrivez une ligne sur deux. Au moment où vous avez fini votre intro, vous sautez, allez, 5-6 lignes, 4-5 lignes. Puis, dans votre développement, vous sautez des lignes entre chaque... vous allez à la ligne entre chaque sous-partie, histoire qu'en fait, il faut qu'on identifie très clairement que rien qu'à l'œil, on voit une intro. Rien qu'à l'œil, on voit le développement avec 1, 2 ou 1, 2, 3, et on voit la conclusion. Et rien qu'à l'œil, on voit que dans le paragraphe du grand 1, il y a 3 parties. C'est vraiment ça l'idée. C'est de l'élégance. Et là, pour le coup, c'est même presque de la décence. Donc, voilà. Vous pouvez screener ça. Ça, c'est valable. Ensuite, j'avais une question un peu plus triviale. C'était, est-ce que c'est grave si on fait l'impasse sur Colette? Alors, parce que j'ai des élèves qui n'ont pas aimé Colette, et donc j'imagine qu'on parle de la dissertation. Alors, spoiler, si on pose la question aujourd'hui de si on fait l'impasse sur Colette, aujourd'hui, c'est qu'on a fait l'impasse. Là, c'est trop tard pour réviser, dans tous les cas. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut prier. Hein. Colette est tombée l'année dernière, donc techniquement, il y aurait des pourcentages de chances pour que ça ne retombe pas cette année. Mais c'est tout à fait possible que ça retombe. Et si ça retombe, ce ne sera pas une vacherie de la part du bac. Ce sera juste, c'est au programme, donc il faut le travailler. Donc, si on prend les dissertations, il faut travailler tous les thèmes. Bon, voilà, c'était une question un peu plus basique. Oui, Colette, c'était dans la question du roman. Alors, une autre question. Il faut réviser quoi pour l'écrit? Alors, pour l'écrit,
eh ben, il faut réviser ce que vous avez déjà fait. En gros, vous reprenez tous vos devoirs de l'année, vous voyez ce que vous avez réussi, ce que vous avez moins bien réussi, toutes les étapes, etc. Et à partir de ce moment-là, vous vous remettez les choses en tête. Mais en fait, pour le commentaire, éventuellement, vous pouvez réviser les figures de style si vous avez peur de les oublier. Vous pouvez réviser, je sais pas, les différents procédés qu'on a pu voir. Vous pouvez essayer de vous faire la liste. Voilà, ça pourrait être intéressant de se faire la liste de tous les procédés auxquels il faut penser. Je sais pas, genre, on pense toujours aux figures de style, peut-être qu'on pense un peu moins à la ponctuation, peut-être qu'on pense un peu moins au rythme du texte, peut-être qu'on pense moins à l'organisation du texte. Est-ce que je regarde bien le début, regarde la fin? Est-ce que les deux choses se répondent? Si c'est un poème, est-ce que j'ai bien regardé les rimes, etc. Enfin bref. Éventuellement, ce que vous pouvez faire demain, du coup, hein, puisque très concrètement ça va se passer comme ça, pour le commentaire, demain, vous essayez de prendre une feuille blanche et de penser à l'avance à tous les procédés possibles. Et ensuite, une fois que vous avez trouvé tous les procédés à partir de rien, vous prenez les différents textes que vous avez fait pendant l'année, ou vous pouvez prendre des textes des annales du bac, etc. Vous les prenez et vous essayez de voir si vous trouvez des procédés. En gros, vous vous entraînez. Ça peut être une très bonne manière de procéder. Vous voyez, vous prenez... voilà. Vous prenez un texte du bac, typiquement. Voilà, vous prenez un sujet et vous dites, est-ce que j'ai des choses à dire dessus? Est-ce que j'y arrive? Est-ce que j'y arrive pas? Et à partir de là, vous voyez ce que vous êtes capable de faire. Vous voyez, vous avez, en gros, quand vous allez regarder dans les annales, vous allez avoir des textes de tous les genres possibles et vous essayez de réfléchir dessus. En gros, c'est ça. Voilà pour ça. Alors, comment on fait pour trouver le rythme du texte? Alors, c'est là où il faut passer du temps à la lecture. Il faut qu'on soit attentif à nos impressions de lecture. Il y a des textes où on a l'impression qu'ils sont lents. Ils sont peut-être lents parce qu'il y a des phrases qui sont à rallonge. Et après, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi c'est lent? Pourquoi c'est aussi lent là? Pourquoi il va pas plus vite? Peut-être qu'il va pas plus vite parce que c'est pour qu'on observe plus le paysage, si c'est une description. Donc dans ces cas-là, le rythme du texte, il accompagne la description. Donc ça a une utilité. Si c'est des phrases très rapides, c'est peut-être pour plus accélérer le rythme. Pourquoi il accélère le rythme? Ah, parce que le personnage, il est en train de courir. Bon, là, ce serait intéressant. Ou alors le personnage, il est un petit peu enthousiaste et du coup, il regarde tout partout. Et donc, c'est pour nous communiquer son enthousiasme. Le rythme du texte, il est basé pas mal sur ce que nous, on perçoit du texte à la lecture. Voilà. Pour un commentaire, il faut combien de lignes et de pages? Et pour la dissertation? En fait, c'est très compliqué puisque vous avez tous des graphies différentes. Si je prends un gabarit type copie double, type copie double, un truc comme ça, voilà. En gros, dans l'idée, là ça marche pas parce que c'était des plans détaillés, etc. Mais dans l'idée, une introduction, a priori, ça vous prend une demi-page. Voilà, mais donc selon l'écriture, il faut adapter. Et de toute façon, c'est pas tant la quantité, c'est aussi la qualité. Si vous n'avez pas fait des choses de qualité, ça va être plus compliqué. Mais en gros, une intro, ça prend à peu près une demi-page. Et si vous faites un commentaire, par exemple, en deux parties, avec 3 sous-parties, on peut considérer que vous allez prendre à peu près une page par partie, à peu près une autre page par partie, et que votre conclusion, elle va faire à peu près une demi-page aussi. En gros, une copie double bien remplie, il me semble que c'est une bonne qualité, c'est un bon gabarit de devoir. Voilà. Alors, ce qui est important d'indiquer le registre du texte? Oui, parce que dans le registre du texte, en fait, on va avoir des attentes. Par exemple, le registre du texte, si c'est un texte qui est plutôt triste, on a des attentes. On s'attend à être triste. Donc, si on perçoit qu'il y a un texte qui est triste, donc il faut qu'on se pose la question comment il nous rend triste. Voilà. Le registre du texte, c'est ce qui va vous permettre d'appuyer les enjeux, ce qui va vous permettre de donner des enjeux précis et concrets. Voilà. Donc, il faut bien analyser ce que c'est.
par exemple, là où ça peut jouer des tours, il faut être sensible au texte, aussi au texte en lui-même et pas seulement aux attentes du texte. L'année dernière, c'est un texte de Diderot qui est tombé. Donc là, on se dit Diderot, philosophe des Lumières, donc ça va être un texte sur la littérature d'idées. En plus, il y avait marqué littérature d'idées. Oui, problème, c'était un texte qui parlait de description de paysage. Et du coup, c'était de la littérature d'idées ou pas? Ben, certes, mais ne pas voir qu'il décrivait un paysage et une promenade et qu'il y avait des enjeux esthétiques et on va dire de la beauté dans la promenade, bah, c'était louper le texte. Donc, soyez attentifs, non pas à ce que vous savez du texte, mais vraiment au texte. Parce que ça se trouve que vous allez tomber sur un texte, je sais pas, issu d'un livre que vous avez déjà lu, et vous allez dire ah ouais mais ça veut dire ça, ça veut dire ça, et vous allez complètement louper ce que dit le texte. Et en fait c'est ça le problème, c'est quand on perd de vue le texte. Donc soyez attentifs à ça. Quand on fait une dissertation en 3 parties, il faut faire 2 ou 3 sous-parties. Bah là c'est libre. Pour le coup, en gros la règle c'est qu'il faut qu'en tout il y ait 6 sous-parties. Donc si vous faites 3 fois 2, ça marche. Si vous faites 3 fois 3, bah oui c'est bon. C'est l'idéal, c'est ça. Après, euh, 2 sous-parties solides, c'est largement assez, hein. Si c'est bien démontré, c'est largement assez. Faut pas se forcer à faire en 3 fois 3, 3 fois 3 parce qu'il faut faire comme ça. Il faut encore avoir de quoi les remplir. Donc voilà comment on révise l'écrit, on révise ses procédés, on relit des textes, on relit les commentaires qu'on a eus pendant l'année, les appréciations pour essayer de voir comment on peut s'améliorer, est-ce qu'il y a des choses qu'on reproduit d'une fois sur l'autre. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on révise l'écrit. Et sur ça, il y avait une autre question. Alors, entre les sous-parties, il faut aller à la ligne. Oui, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, entre les sous-parties, on ne saute pas de ligne, par contre, on va à la ligne, et donc si on va à la ligne, automatiquement, on fait un alinéa. Voilà. Alors, on m'a posé la question, comment on trouve une problématique pour un poème? Et donc, je me suis dit, c'est bizarre de se poser la question aussi précisément, qu'est-ce qui fait qu'on a du mal à trouver une problématique pour un poème? Et bien, c'est vrai que les poèmes, ça vous pose problème. Donc j'ai essayé de trouver deux, trois petits éléments pour vous permettre d'analyser ça. Donc, pour le commentaire du poème, ce qu'il est important de faire, déjà, ça va être de le lire plus de fois. C'est pas juste le lire 3 fois, là, il faut le lire 4, 5, 6 fois parce que un poème, c'est obscur, c'est bizarre. Donc, pour le commentaire de poème, il faut comprendre la situation du poème, c'est-à-dire réussir à se représenter la scène, à ce que ce soit pas abstrait. Un poème, souvent, c'est un peu flottant, c'est un peu abstrait, c'est un peu les émotions, mais on voit pas trop ce qu'il veut dire, et où est-ce qu'il est, et à qui il parle, etc. Donc il faut réussir à normaliser le texte. Ensuite, pour le commentaire, il va falloir dire des choses qui sont sous-entendues. Vous voyez que là, le poème qu'on a pris tout à l'heure, là, je vais essayer de vous remettre, voilà, ici, celui-là, de Sully Prudhomme, et ben il est... ah non, alors, hop, c'est pas celui-ci. Voilà. Il dit pas que... il dit pas explicitement que le cœur est pareil au vase. C'est à vous d'expliciter ça. Par contre, il ne s'agit pas de l'expliciter à la fin en mode révélation. C'est la structure du poème. Il faut le dire au début. C'est un enjeu du poème, ça. Le fait que le vase soit pareil au cœur, etc. C'est un vrai enjeu du poème. Donc, on ne peut pas se contenter de faire tout reposer là-dessus. Donc, pourquoi j'ai dit ça? Il y a un sous-entendu du texte et il y a un entendu du texte. En gros, l'entendu, c'est ce qui est évident. Et le problème, c'est que dans un poème, ce qui est évident, c'est pas toujours facile à trouver. Parce que justement, le poète, déjà, il cache. Comme il n'a pas beaucoup de mots pour dire les choses, il va pas dire j'entrais dans la pièce et je la voyais. Non, il va trouver un moyen de dire comme la porte s'ouvrait, elle me regardait. Bon, il va, voilà, il va trouver d'autres moyens. Et vous, il faut que vous soyez un peu plus strict en disant bon, bah là, concrètement, qu'est-ce qu'il est en train de faire, qu'est-ce qu'il est en train de dire, qu'est-ce que concrètement il fait, qu'est-ce qu'il sous-entend, et il faut le dire explicitement. Mais, et c'est là où je vous ai mis l'élément en gras, il ne faut pas être trop premier degré. Je reprends un des poèmes qui a été fait
par la classe, qui était le poème, donc c'était Demain dès l'aube. Dans Demain dès l'aube, je me suis retrouvé avec euh, des analyses du type oui, le père va rendre visite à sa fille, on comprend qu'elle est morte, mais on l'a en grand 2. Ben, on comprend qu'elle est morte très vite, c'est pas un enjeu essentiel. Ce qui est essentiel, c'est de se dire comment est-ce qu'il nous présente la mort de sa fille et comment est-ce qu'il nous présente le deuil. Mais le fait qu'elle soit morte, c'est pas un mystère. Il y a éventuellement un mystère au début qu'on va élucider dans un grand 1, mais ensuite, c'est pas une révélation. Donc il y a des choses qui sont sous-entendues, mais c'est pas parce qu'elles sont sous-entendues que vous devez les laisser sous-entendues jusqu'au bout. Vous n'avez aucun intérêt à faire durer le suspense, vous. Au contraire, vous devez dire, bah ça c'est là, et donc ça veut dire ça, et bah voilà. Ce que j'ai mis ensuite, on comprend que sa fille est morte, ça n'est pas une analyse quand le poème parle de ça, justement. Comme dans Le Dormeur du Val. Dans Le Dormeur du Val, c'est pas une... Enfin, c'est une révélation quand on lit le poème, mais dans votre analyse, ça ne doit pas être une révélation, ça doit être une donnée que vous prenez en charge. Parce que vous ne faites pas une analyse linéaire, vous faites une analyse composée. Donc, voilà. La différence qu'il y a pour les poèmes, c'est que en général, quand vous analysez un texte, vous analysez un extrait de texte. Vous allez analyser une scène, donc il ne va pas avoir des enjeux forcément déterminants, parce que vous n'avez pas conscience de tout le contexte. En revanche, en général, un poème, c'est complet. Vous l'avez du début à la fin. Et ben, évidemment, le poète, il va chercher à amener le lecteur à un certain point. Il va y avoir une chute plus facilement, alors que dans les autres textes, on n'a pas forcément de chute. Donc il va y avoir une chute, il va y avoir une situation de départ, une situation d'arrivée, il va y avoir peut-être des péripéties, etc. Comme c'est quelque chose de clos, de fini, eh ben, on est un peu tenté de voir une révélation à chaque fois. Non, il faut partir du principe que le texte, il a son déroulé, vous le suivez, mais qu'il y a un sous-entendu et que vous allez plus accentuer les dimensions sous-entendues en essayant de montrer pourquoi est-ce qu'il cache ces choses-là, pourquoi est-ce qu'il fait ça, etc. Bon, voilà, donc euh, représentez-vous la scène, imaginez-vous si c'était dans un film, qu'est-ce que ce serait comme moment, comment est-ce que ce serait filmé, si c'était une scène de théâtre, comment est-ce que ce serait joué. Essayez de le sortir un peu de ce côté très oh là là, je suis dans ma tête, je suis dans mes songes, je suis un poète, etc. Bon, mais ne soyez pas trop premier degré non plus. Essayez d'aller plus loin que simplement ce que le texte sous-entend. Essayez de dire, bah oui, il sous-entend qu'il y a un lien entre le voyage et la mort de sa fille. Bon, qu'est-ce qu'il veut dire? Il parle du deuil. Ok, d'accord, là on avance. Voilà. Et enfin, dernier conseil que je vous ai mis, c'est qu'un poème, c'est la mise en relation du sens et du son. Les poètes se prennent la tête pour faire des rimes. Donc, pour qu'il y ait le même son à des endroits différents du texte. Ils se prennent la tête pour qu'il y ait des allitérations. C'est en général à ce moment-là qu'on découvre les allitérations quand on étudie les textes, c'est à travers des poèmes. Ils se prennent la tête pour chaque mot, pour que chaque mot, il ait une espèce de sonorité, qu'il ait quelque chose. Et en général, cette sonorité-là, ils essayent de la mettre en lien avec le sens. L'exemple que je vous ai toujours pris, c'est dans Le Voyage de Baudelaire, quand il dit « Ah, que le monde est grand à la clarté des lampes, aux yeux du souvenir que le monde est petit », ou le « A, grand, clarté, lampe », tout ça est d'une sonorité ouverte, et il nous dit que le monde est grand, donc on a la bouche qui est ouverte en grand, et après on a « Aux yeux du souvenir que le monde est petit », on a la bouche en tout petit, comme les sonorités. Il y a un lien entre le sens et le son. C'est pas une règle qui est valable de manière absolue dans le roman, dans les récits, parce que vous pouvez pas maintenir cette tension-là entre le sens et le son pendant tout un roman. Par contre, en poésie, c'est beaucoup plus fréquent. Si on prend toujours notre Sully Prudhomme là. Donc, il nous dit, ici, là, vous voyez, il nous parle de vers fêlés, il nous parle de verveine. Bon, le vase où meurt cette verveine, d'un coup d'éventail fut fêlé, et le coup du thé fleurait à peine, aucun bruit ne l'a révélé. Donc là, à la lecture, on repère que, en lisant à voix haute, il y a les V, il y a les F. V, F, comme ça. Il y a un truc un peu filant, sifflant. Vous voyez, cette sonorité-là, le V,
le V, le F, tout ça, ça siffle un peu. Il y a un côté un petit peu un interstice. Vous voyez, quand on siffle, quand il y a quelque chose de sifflant, c'est que ça passe, c'est de l'air qui passe entre deux choses très très fines. C'est le principe du sifflement. C'est que vous allez réduire l'air, c'est la mécanique des fluides, vous allez tellement réduire l'air que ça va produire un son. Vous voyez, on n'est pas capable de siffler la bouche grande ouverte. On est capable de siffler que fermé. Donc c'est un truc, ces sonorités-là, le V, le F, là, comme ça nous dit un truc qui est très fin. Et ben, après, c'est des analyses qui se défendent, mais moi, j'y vois quelque chose comme la fissure. C'est le vase où meurt cette verveine, d'un coup d'éventail fut fêlé, le coup du thé fleuré à peine, aucun bruit ne l'a révélé. Il y a un truc très discret à travers ces sonorités-là, de V et de F, qui sont des sonorités discrètes. C'est pas un A, c'est pas un O, c'est un V, c'est un F. Euh, vous aurez du mal à crier un F, à crier une sonorité effleurée. Vous ne pouvez pas le crier, le effleuré, puisque vous fermez la bouche. Le vase, vous ne pouvez pas crier le vase. Donc, c'est quelque chose de fin et de discret. Et ben, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous parle d'un coup d'éventail. Il nous parle de choses légères. Donc, dans ce poème-là, le son accompagne le sens. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'on arrive doucement à de l'analyse. Et vous voyez, ce ne serait pas forcément vrai sur tout. Mais là, ici, il commence son poème et on sent quelque chose. Vous voyez, dans la poésie, les sons en K, les sons cassants, les sons en T, tout ça, ça arrête. Alors que si vous avez que des sonorités en M et en L, je ne sais pas si vous parlez de euh, la communion lente des amants, bon bah ça, tout ça, c'est très doux, c'est fluide. La communion douce, etc. Bon voilà, tout ça c'est fluide. Mais par contre, si on vous parle d'un coq fier, bah là les sonorités vont vous arrêter. Donc le coq fier, il y a un truc un peu, voilà, où on va s'élever comme ça, où on va être fier justement. Il y a des sonorités qui vont avec les sons. Et en poésie, plus que dans les autres genres, en général les deux sont liés. La forme et voilà. Et ne serait-ce que la poésie aussi, la musicalité à travers les rimes justement. Donc tout ça, pourquoi? Parce qu'on m'avait demandé comment est-ce qu'on analyse, alors comment est-ce qu'on fait la problématique d'un poème, mais vous voyez que la problématique d'un poème, elle va venir aussi parce que vous êtes capable de voir au-delà de la profondeur, enfin au-delà du texte en lui-même, euh, ce qui est intéressant. Voilà pour ça, et c'était Noah qui m'avait demandé de travailler pour lui une correction rapide du texte issu du Chant du Monde de Giono au bac 2023. Alors, on va évidemment pas tout analyser, mais je vais simplement vous donner des pistes pour ce genre de texte, parce que ça peut tomber le jour J, un texte qui, j'imagine, c'est pour ça que Noah m'a demandé de l'analyser. C'est parce que, a priori, il n'y a pas beaucoup d'enjeux. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais vous le lire en défilant avec vous, et qu'ensuite, on va faire une espèce de petite analyse rapide. En gros, je vais vous faire un commentaire à chaud, et on va voir ce qu'on est capable de dire. Donc, vous allez arriver face, imaginez, le jour J, vous arrivez face à ce texte-là, et vous allez devoir le lire. Donc, le paratexte nous dit « C'est au bord d'un fleuve, au cœur d'un paysage de montagne, que vit Antonio le pêcheur, en harmonie avec la nature. La saison est déjà bien avancée. Il doit toutefois remonter le fleuve et traverser des gorges. Afin de savoir si ce projet est encore réalisable, il décide d'entrer dans l'eau. Il plongea. Dans l'habitude de l'eau, ses épaules étaient devenues comme des épaules de poisson. Elles étaient grasses et rondes, sans bosse ni creux. Elles montaient vers son cou. Elles renforçaient le cou. Il entra de son seul élan dans le gluant du courant. Il se dit « L'eau est épaisse ». Il donna un coup de jarret. Il avait tapé comme sur du fer. Il ne monta pas. Il avait de longues lianes d'eau ligneuse enroulées autour de son ventre. Il serra les dents. Il donna un coup de pied. Une lanière d'eau serra sa poitrine. Il était emporté par une masse vivante. Il se dit « Jusqu'au rouge ». C'était sa limite. Quand il était à bout d'air, il entendait un grondement dans ses oreilles, puis le son devenait rouge et remplissait sa tête d'un grondement sanglant à goût de soufre. Il se laissa emporter. Il cherchait la faiblesse de l'eau avec sa tête. Il entendait dans lui « Rouge, rouge ». Et puis le ronflement du fleuve, pas le même que d'en haut, mais ce bruit de râpe que faisait l'eau en charriant son fond de galet.
Le sang coula dans ses yeux. Alors, il se tourna en prenant appui sur la force longue du courant. Il se replia son genou droit comme pour se pencher vers le fond. Il ajusta sa tête bien solide dans son cou et en même temps qu'il lançait sa jambe droite, il ouvrit les bras. Il émergeait. Il respira. Il revoyait du verre. Ses bras luisaient dans l'écume de l'eau. C'étaient de beaux bras nus, longs et solides, à peine un peu renflés au-dessus du coude, mais tout entourés sous la peau d'une escalade de muscles. Les belles épaules fendaient l'eau. Antonio penchait à son visage jusqu'à toucher son épaule. À ce moment, l'eau balançait ses longs cheveux comme des algues. Antonio lançait son bras loin devant, loin là-bas devant. Sa main saisissait la force de l'eau. Il la poussait en bas, sous lui cependant qu'il cisaillait le courant avec ses fortes cuisses. L'eau est lourde, se dit Antonio. Il y avait dans le fleuve des régions glacées, dures comme du granit, puis de molles ondulations plus tièdes qui tourbillonnaient sournoisement dans la profondeur. Il pleut en montagne, pensa Antonio. Il regarda les arbres de la rive. Je vais aller jusqu'au peuplier. Il essaya de couper le courant. Il fut roulé bord sur bord comme un tronc d'arbre. Il plongea. Il passa à côté d'une truite verte et rouge qui se laissa tomber vers les fonds, nageoire repliée comme un oiseau. Le courant était dur et serré. Pluie de montagne, pensa Antonio. Il faut passer les gorges aujourd'hui. Enfin, il trouva une petite faille dans le courant. Il s'y jeta que dans un grand coup de ses deux cuisses, l'eau emporta ses jambes. Il lutta des épaules et des bras, son dur visage tourné vers l'amont. Il piochait de ses grandes mains. Enfin, il sentit que l'eau glissait sous son ventre dans la bonne direction. Il avançait. Au bout de son effort, il entra dans l'eau plate à l'abri de la rive. Il se laissa glisser sur son air. De petites bulles d'air montaient sous le mouvement de ses pieds. Il saisit à pleine main une racine qui pendait. Il éprouva en tirant doucement, puis se hala sur elle et sortit de l'eau, penché en avant, au plein soleil, ruisselant, reluisant. Ses longs bras pendaient de chaque côté de lui, souples et heureux. Il avait de bonnes mains, aux doigts longs et fins. Alors, voilà pour ce texte. Donc ce texte qui est assez long quand même, on pourra remarquer, même si il y a des passages un peu plus courts au niveau des lignes. Donc, ce texte, il est très intéressant parce que, a priori, pour trouver des enjeux là-dedans, on se dit, on est un peu embêté, quoi. Est-ce qu'on a une action? Est-ce qu'on a un truc? Bon, oui, on a une action. Il veut remonter le courant. Ok, d'accord. Bon, donc on a une action. Qui fait cette action-là? C'est un marin. Ok, c'est un pêcheur. Ok, un pêcheur en harmonie avec la nature. Ah, ok, le paratexte nous a dit qu'il était en harmonie avec la nature. Donc, ça veut dire que s'il est en harmonie avec la nature, a priori, ça réveille quelque chose en nous. Normalement, l'homme, il n'est pas en harmonie avec la nature, puisque l'homme, il s'est civilisé, etc., etc. Peut-être qu'il pourrait y avoir une forme d'animalisation, s'il est en harmonie avec la nature. Ok, on se laisse ça de côté. Là, vous voyez, tout ce que je dis, c'est un peu ce qui me passe par la tête, c'est le côté brouillon, bac à sable. Toutes ces idées-là, on les met. On essaye de voir, ok, c'est un pêcheur. Ce pêcheur, il traverse quelque chose, ça a l'air d'être une épreuve. C'est vrai, mais est-ce que lui, il ressent ça comme une épreuve? Peut-être pas. Donc il y a une différence entre l'action, qui est perçue comme difficile, remonter tout le courant, d'ailleurs ça lui prend tout le texte, et la perception de cette action difficile, une certaine détermination. Donc là, vous voyez qu'il y a une tension qui se crée. Pourquoi il y a une tension? Parce que d'un côté, on a la difficulté, et de l'autre côté, on a euh, quelque chose qui a l'air habituel. Donc ça nous paraît bizarre. Donc ça, on a ça dans un côté. Ok, donc on a le pêcheur qui a l'air d'être à l'aise alors que c'est difficile, qui a l'air déterminé alors que d'autres auraient trouvé ça dangereux. Ok. Et une fois qu'on a dit ça, on se dit mais c'est quoi le titre de ce qu'on a? Bah, le titre, c'est le chant du monde. Et alors là, on va se dire, bah, le chant du monde. Est-ce que le monde qui nous est présenté dans ce texte, il a l'air de chanter? Bah franchement, ouais. Franchement, on a l'impression de voir quelque chose qui est plutôt chantant, qui est plutôt agréable. On se retrouve avec une nature qui est par moments très agréable même. Donc, on se dit, ok, a priori, le titre, il n'a pas l'air d'être ironique. Donc, on va se retrouver avec une espèce de mélange de description et d'action plutôt agréable. En même temps, malgré cette harmonie-là, on ne peut pas nier le fait que on a l'impression qu'il y a une forme de combat, quand même.
parce que il remonte le courant. Donc, à la fois, il est en harmonie avec la nature, et en même temps, il va contre nature, littéralement. Le courant, c'est ce qui vous amène à un endroit, et lui, il remonte le courant. Donc, il fait quelque chose de contre nature, et c'est précisément ce qu'on appelle une prouesse. Donc, il y a un côté un peu prodigieux dans un acte qui est pourtant assez banal, puisque c'est un pêcheur qui est dans l'eau et qui remonte le courant. Donc on a une scène banale, on a un personnage plutôt banal qui pourtant fait un acte assez exceptionnel, le tout dans une nature qui est censée être hostile mais qu'on perçoit à travers ses yeux comme étant plutôt agréable. Et bien donc, finalement on se rend compte qu'on est peut-être un peu dans les yeux du, euh, du pêcheur. Et d'ailleurs le pêcheur, on a presque envie de lui donner une personnalité. On se dit, bon, il a l'air d'être un peu bourru, d'être un peu sec, mais sauf qu'il parle jamais. Alors si, il parle, mais il parle à lui-même. Et il parle qu'avec des phrases très courtes. L'eau est épaisse. Parfois, c'est même pas des phrases. Jusqu'au rouge. Rouge, rouge. L'eau est lourde. Il pleut en montagne. Je vais aller jusqu'au peuplier. Et à un moment, il dit juste pluie de montagne. Bon, il y a le côté un petit peu sec, un petit peu bourru, et le fait que ces phrases courtes-là, elles traduisent, vous voyez, comme on lit le rythme avec une interprétation, et bien là, les phrases courtes, elles viennent rythmer le texte avec les commentaires du pêcheur, qui nous donnent aussi une information sur, on va dire, alors pas son niveau d'éducation, mais en tout cas son côté, sa personnalité. Une personnalité qui n'est pas très parlante. Il parle pas beaucoup. On sait qu'il parle pas beaucoup, alors qu'il parle avec personne. Il y a aussi euh, une certaine impression de il sait ce qu'il fait, il est déterminé. Qu'est-ce qui nous donne cette impression-là? C'est à nouveau les phrases courtes. Regardez, il donna un coup de jarret. Il avait tapé comme sur du fer. Il ne monta pas. Il avait de longues lianes ligneuses enroulées autour de son ventre. Vous voyez que là, c'est très intéressant comme phrase parce que on a dans le même temps l'action. Donc vous voyez, c'est juste une description. Enfin, c'est la description d'une action. On a ce qu'il fait lui. Il donne un coup de jarret. Il avait tapé comme sur du fer. Il ne monta pas. Un truc très strict. Et de l'autre côté, comment on va traduire le courant? On ne peut pas traduire le courant par quelque chose de strict. Non, on va traduire le courant. Je vous ai dit, les sonorités en L, ça passe très bien. Donc là, 3 phrases très courtes. Et ensuite, il avait de longues lianes d'eau ligneuse enroulées autour de son ventre. Là, regardez ça. Ça, c'est une allitération magnifique. Longues lianes d'eau ligneuse. Vous voyez, on a une espèce de... On a une traduction par les mots des longues lianes. On ressent les longues lianes. Puisque à lire ça, quand on a lu 3 phrases qui étaient très sèches, on se retrouve avec une phrase qui est beaucoup plus liquide, littéralement liquide, puisque les sonorités en L, c'est ce qu'on appelle des sonorités liquides. Donc là, vous voyez que juste avec ça, juste avec ces 2 phrases-là, on pourrait commenter tout un tas de choses dessus. Il y a 3 phrases courtes, il y a une phrase longue. Les 3 phrases courtes, elles désignent les actions du pêcheur. La phrase longue, elle désigne l'action du courant qui est donnée par la rivière. Et vous voyez que ça, on le retrouve à plein de fois. On voit, il se laissait emporter. Il cherchait la faiblesse de l'eau avec sa tête. Vous voyez qu'il y a un côté presque stratégique. Il sait que ça va lui arriver. Du coup, il n'est pas étonné. Il ne trouve pas ça grave, il ne trouve pas ça inquiétant. Vous voyez, il sait où est sa limite. Ça veut dire que ce qui lui arrive là, c'est pas un fait exceptionnel, c'est son habitude. Ce qui fait que c'est exceptionnel, c'est que nous, on n'a pas l'impression que ce soit possible. Mais lui, en gros, il vient banaliser l'exceptionnel. Et vous voyez que ça passe par des choses graves. Hein. Le sang lui coule là dans les yeux, mais sauf que tout est prévu. À quoi on voit que tout est prévu? Avec ce alors. Ici, le alors, il nous montre que alors, il se tourna un peu en prenant appui sur sa force le long du courant, etc. Et vous voyez que toutes les actions sèches qu'il avait au début, peu à peu, à mesure qu'il est dans l'eau, là, ça devient quelque chose de très naturel. Comme s'il avait réussi à vaincre le naturel contre lui pour créer un autre courant dans l'autre sens. C'était 2 beaux bras nus, longs et solides, à peine un peu renflés au-dessus du coude, mais tout entourés sous la peau d'une escalade de muscles. En fait, bon, là je vais aller un peu loin, mais c'est aussi pour vous montrer qu'on peut tout interpréter. Enfin, c'est pas aller loin du tout, mais je veux dire, c'est aller très technique. On a identifié que les phrases courtes, c'était plutôt celles qui étaient associées au pêcheur. Et que les phrases longues, c'était celles qui étaient plutôt associées à l'eau.
Et on voit que qu'est-ce qui va nous donner l'impression qu'il a gagné le combat? Et ben, c'est qu'il va réussir à s'approprier l'eau, c'est-à-dire qu'il va réussir à créer son propre courant. Donc, à avoir des phrases longues qui correspondent à ses actions et pas aux actions de l'eau. Et vous voyez que typiquement cette phrase-là, c'était deux beaux bras nus, longs et solides, à peine un peu renflés au-dessus du coude, mais tout entourés sous la peau d'une escalade de muscles. C'est une phrase qui est très longue, qui est très étirée, qui est très agréable à entendre, qui n'est pas du tout sèche. Il a créé son propre courant. Donc il a vaincu le courant. Et vous voyez que, regardez là, on retrouve des phrases plus courtes, mais qui viennent à nouveau montrer à quel point il a gagné. Enfin, il trouva une petite faille dans le courant. Il se jeta d'un grand coup de ses deux cuisses. L'eau emporta ses jambes. Donc là, on voit que les phrases courtes, ça vient aussi mimer le combat. L'eau emporta ses jambes. On a aussi le vocabulaire, le champ lexical de la lutte. Il lutta des épaules et des bras, son dur visage tourné vers l'amont. Il piochait dans ses grandes mains. Enfin, il sentit que l'eau glissait sous son ventre dans la bonne direction. Et là, on a la phrase courte au milieu du paragraphe, minimale, pour nous montrer que le marin ne perçoit, enfin le pêcheur ne perçoit qu'une chose, il avançait. Au bout de son effort, il entra dans l'eau plate à l'abri de la rive. Il se laissa glisser sur son air. De petites bulles d'air montaient sous le mouvement de ses pieds. Il saisit à pleine main une racine qui pendait. Il éprouvait en tirant doucement, puis il se hala sur elle et sortit de l'eau, penché en avant. Alors là, vous voyez que dans les textes littéraires, tout ce qui est du domaine de la lutte n'est jamais très loin du domaine, on va dire, un petit peu plus charnel, un petit peu plus sexuel, justement. Et là, cette fin de texte où ses longs bras pendaient de chaque côté de lui, de souples et heureux, il avait de bonnes mains. Bon, d'une certaine manière, il a tellement... pareil, on considère aussi que l'amour est une forme de combat aussi. Faire l'amour, c'est un peu une forme de combat, de lutte, etc. Ça, c'est les considérations, on va dire, plus classiques sur ce genre d'éléments-là. Donc, il y a une opposition qui est très claire. Il y a une opposition entre euh, l'homme et l'eau, et il sent que c'est un combat. Et ce combat-là, qui est très dur par moments, a des moments de fluidité et se termine par une espèce de repos. Donc là, l'entièreté de la scène, c'est l'entrée dans le combat et le repos après le combat. Ça, c'est un truc de premier degré. Et ce premier degré-là, il faut aussi dire que, très concrètement, il veut remonter un courant. Ça, c'est ce qu'il veut faire. Par contre, comment ça nous est raconté? Ça nous est raconté à travers, justement, un combat, donc vocabulaire de la lutte, donc c'est ça qu'on va chercher à mettre en avant, et à travers, justement, cette espèce de... Vous voyez, il y a une espèce de sexualisation un peu de cet Antonio. Deux beaux bras nus, longs et solides, à peine un peu renflés au-dessus du coude. Il y a une dimension érotique dans ce texte-là. Alors je sais bien que vous, dès qu'il s'agit de percevoir une dimension érotique dans un texte, vous êtes assez frileux, et je comprends que vous puissiez l'être en l'état, surtout le jour du bac, mais euh, là, il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous voyez, dans l'habitude de l'eau, ses épaules étaient devenues comme des épaules de poisson. Elles étaient grasses et rondes, sans bosse ni creux. Elles montaient vers son cou. Cette description du corps, d'un corps qui est a priori nu ou en tout cas peu vêtu, bon, il y a quelque chose à faire de ça. Euh, Surtout que c'est un combat qui est physique. C'est un combat qui est physique et qui termine par une forme d'union. Vous voyez qu'il trouva la faille dans le courant, il s'y jeta, et puis là, c'est quand même... Enfin, il se jette dans la petite faille d'un grand coup de cuisse, puis il y a l'eau qui lui emporte les jambes, il lutte des épaules et des bras, etc. Et ça finit par quoi? Il sent l'eau qui glissait sous son ventre dans la bonne direction. Et donc là, il y a une forme d'union, justement, du corps et de l'eau qui se fait à la fin. Donc vous voyez qu'il y a plein de choses dans ce texte-là qui partent toujours d'une seule chose minimale, à savoir, ben, c'est un homme qui veut remonter le courant, premier degré. C'est un homme qui veut remonter le courant et qui nous est raconté à travers une forme de lutte. Ah ok, les deux personnages sont très clairement identifiés à travers la manière de présenter le texte, avec les phrases courtes pour le personnage, les phrases longues et liquides pour le courant. Mais on voit que ce jeu-là, ce rapport de force va se redistribuer, puisque d'un côté, on peut se retrouver avec euh, le personnage qui va réussir à s'approprier en gros des phrases longues, à faire durer et à montrer qu'il est capable de produire son propre courant. Et de l'autre côté, l'eau qui est capable de montrer aussi
une certaine forme de détermination et de sécheresse à travers des phrases courtes pour au final créer une forme d'harmonie presque érotique à travers ça. Donc voilà, je développe pas plus que ça sur ce texte-là. Je pense qu'on a dit déjà beaucoup de choses, qu'on a dit aussi qu'à partir d'une interrogation, pour vous dire, ce texte-là, je l'avais pas lu, hein. Donc ce que je vous ai dit, c'est aussi au fil de la pensée. Euh, et donc aussi pour dire que vous êtes tout à fait capable de faire ce genre, de produire ce genre de, peut-être pas dans le détail, mais en tout cas de produire ce genre de réflexion à partir de votre propre pensée. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que j'ai répondu aux attentes de Noah? Je ne sais pas si j'ai fait du bon travail ou pas. Euh, alors, bah, la nature, elle domine en partie Antonio, mais par contre, il lâche pas. Ce qu'on peut dire, ce qu'il faut pas louper là dans le texte, c'est que à la fin, il a réussi. Tu vois, quand on prend juste ce passage-là, là, à la fin, il y a l'eau glissait dans la bonne direction, il avançait. Donc il arrive à aller à contre-courant et à la fin, il a fini au bout de son effort, il entre dans l'eau plate à l'abri de la rive, donc ça veut dire qu'il a fini, l'eau est plate, il n'y a plus le courant, et il saisit à pleine main, donc ça veut dire qu'il a toujours de la force, et puis il finit par se reposer euh, avec, voilà, il avait de bonnes mains, aux doigts longs, etc. Et ça finit un peu sur le repos du guerrier quand même. Mais il y a un combat. Par contre, tu as vu le fait qu'il y a un combat. Voilà. Et aussi, j'imagine que tu n'as pas passé 2 heures de réflexion dessus. Donc, voilà pour ça. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, soit sur ce texte, soit sur le bac? C'est un peu le live de la dernière chance, puisque je pourrais a priori pas faire de live jeudi, puisqu'il y a bref, il y a des choses pour l'oral du bac dont je dois m'occuper. Si jamais il y a une inquiétude fondamentale et besoin de juste normaliser un peu la chose la veille du concours, enfin du bac, éventuellement j'en ferai un, mais bon, pareil. Non, a priori, je pense que j'en ferai pas. Voilà, je vous dis. Peut-être le matin, si jamais il y en a qu'on besoin, mais je pense que là, le jour, la veille, il faut plutôt se reposer. Il faut plutôt se détendre. Donc si jamais il y a des questions qui restent, qui demeurent, ce sera sur Instagram plutôt. J'essaierai d'y répondre en condition. Donc voilà. Alors bon, après Noah, il faut se rassurer aussi, hein. Peut-être que c'est pas parce que t'as fait en condition que, enfin, ça se trouve ta lecture se justifie d'un certain aspect. Euh, voilà. Donc, n'hésitez pas à faire comme Noah là. Alors peut-être pas plein de fois, mais pour le commentaire, prenez, n'hésitez pas à aller sur ce que je vous ai montré la dernière fois sur les annales du bac pour aller voir ce qui se fait à peu près. Alors, le jour du bac, qu'est-ce qu'il faut ramener? Bah, un stylo. Alors apparemment, il paraît que, mais ça j'ai eu aucune confirmation, affirmation, il paraît que il vaut mieux prendre des stylos un peu classiques, pas les stylos effaçables. Voilà, je sais pas, ça poserait des problèmes par rapport au scan. Vraiment, j'ai pas d'infos là-dessus. Mais sinon, bah, en termes, bah, il y a marqué sur votre convocation de prendre votre convoque, tout simplement, et de prendre carte d'identité, enfin votre pièce d'identité, pardon, quelle qu'elle soit. Et puis voilà, et puis sinon, bah, prenez quand même quelque chose à manger au cas où. Parce que, alors, je vais vous dire un truc, même si vous avez l'habitude de manger le matin, il est possible que le stress fasse que vous n'ayez pas du tout envie de manger. Sauf qu'au bout de 4 heures, de 3 heures d'épreuve à réfléchir, vous allez avoir le ventre qui va gargouiller et tout le monde va vous entendre, et je sais pas. Donc pensez à prendre un petit truc à manger au cas où. Puisque de toute façon, vous faites une pause entre votre brouillon et votre recopie au propre, puisque vous allez passer 2 heures au brouillon, puis vous allez passer 2 heures ensuite dans la rédaction, et il ne faut pas que ces éléments-là se mélangent. Alors, le blanc fait moche au scan. Même sans le scan, je trouve que le blanc, ça fait moche. Barrez proprement. On ne vous en voudra pas. On sait que vous avez fait une faute. C'est pas grave. L'essentiel, c'est de savoir corriger sa faute. Ok. Donc, voilà. Et sinon, alors vous avez des recommandations du, du bac? Non,
pas de blanc. Moi, vraiment, je déconseille le blanc, en fait. Barrez proprement, prenez une règle, barrez correctement, et puis ça passera. Euh, voilà. Après, je sais pas si vous avez une souris, ou peut-être que ça passe mieux, mais bon, globalement, j'ai jamais trouvé que ça allait. Euh, voilà pour ça. Bah, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je resterai, euh, je resterai disponible. Pensez bien à des choses toutes bêtes comme dormir, comme manger, comme ne pas passer trop de temps sur votre téléphone, comme tout couper, je sais pas, à 21 h ou quelque chose comme ça. Détendez-vous, faites-vous confiance aussi parce que bon, ça ne sert à rien de réviser la veille puisque la seule chose que vous risquez de faire, donc déjà vous n'apprendrez rien, vous ne retiendrez pas. Et deuxième chose, vous risquez de vous fatiguer. Et typiquement là-bas, alors là c'était pas le cas, mais pour Noah, là par exemple, tu as eu l'impression d'avoir de t'être planté sur certains points, tu pourrais encore plus te planter si jamais tu étais fatigué. Parce que bah, c'est avec votre cerveau que vous allez penser le texte, c'est avec votre cerveau que vous allez penser votre sujet. Et si votre cerveau il est fatigué, parce que votre cerveau c'est un organe très important de votre corps, donc si votre cerveau il est fatigué, et ben, il va pas bien penser. Euh, le sommeil c'est le carburant, et donc si vous n'avez pas mis de carburant, bah, vous n'allez pas aller très loin. Donc privilégiez le sommeil. Vos révisions elles sont faites. Vous pouvez encore réviser 2-3 trucs, mais globalement vos révisions sont faites. Donc faites-vous confiance, vous ne serez jamais complètement prêt pour le bac. Dites-vous qu'à un moment, il faut remettre ça à un autre moment. Dites-vous aussi que l'écrit, c'est la partie la plus difficile, donc ça va être forcément plus compliqué. Vous avez un oral derrière pour vous permettre d'être un peu plus assuré d'avoir des points. C'est une épreuve qui est très importante parce qu'il y a 10 de coef en tout, il y a 5 plus 5, mais ça n'est pas ça qui va décider si vous avez votre bac ou pas. Donc, essayez de vous rassurer au maximum, essayez de vous faire confiance au maximum. Vous êtes tout à fait capable de penser ça. Si vous avez assez travaillé pendant l'année, si vous avez eu des gages du fait que vous avez compris pendant l'année, exploitez ça. Vous avez des qualités, donc allez-y à fond. Oui, c'est coefficient 5 pour l'écrit et coefficient 5 pour l'oral. Donc voilà, faites-vous confiance et voilà. Et puis vous serez en plus dans votre lycée, dans les bonnes conditions, vous serez pas loin de chez vous, etc. Donc voilà, essayez de faire ça. Arrivez tôt le jour J, il y a marqué sur votre convocation qu'il faut être, alors selon si vous êtes en techno en général, 45 minutes ou 30 minutes à l'avance. Soyez là à l'avance, dans tous les cas, pour ne pas avoir le stress idiot du retard le jour où vous allez avoir tellement d'autres choses sur lesquelles stresser. Donc soyez là à l'heure et enfin soyez en avance à l'heure qui est indiquée sur votre convocation, donc 30 minutes à l'avance. Et, euh, et puis voilà, faites-vous confiance, ce sera qu'un mauvais moment à passer. Peut-être même que le texte va vous plaire et que vous allez passer un bon moment. Sachez apprécier la qualité de ce moment si jamais ça vous plaît. Et puis voilà. Et puis vous penserez à, à mon regard plein de confiance et de bienveillance sur vous pendant cette épreuve. Et puis tout se passera bien. Donc voilà pour ce live qui aura duré 1h45 quand même. J'espère que ça vous aura rassuré, que ça vous aura appris des trucs. Je mets immédiatement, dès la fin de ce stream, je mets la VOD sur la chaîne YouTube qui porte le même nom que le Twitch et l'Insta. Donc vous pourrez regarder des passages si jamais il y a des choses que vous n'avez pas compris, etc. Et vous pourrez me redemander des explications, toujours. Voilà. Voilà pour ça. Et donc, nous, on se dit à sans doute lundi ou mardi prochain, on va commencer les lives d'oral. Donc, si jamais il y en a qui veulent faire des passages à l'oral, alors en live, de manière anonyme, hein, mais en tout cas, enfin anonyme, sans le visage, où c'est juste la personne qui passe et où je commente, etc. Si jamais il y en a qui veulent s'entraîner, n'hésitez pas à m'en faire la demande. Enfin, pour l'instant, concentrez-vous sur l'écrit, puis on verra toutes ces choses-là après. On travaillera aussi un peu la grammaire. Voilà pour ce live. Donc, ben, je vous dis bon courage, parce que c'est vous qui allez le plus travailler. Et puis, bah, bon courage. Et puis, reposez-vous, dormez surtout. Et puis voilà. Puis à bientôt.
Salut. Au passage, vous avez vu, j'ai mis les fleurs qu'on m'a achetées. Voilà, j'ai su en faire bon usage. Euh, et donc, bah, merci à vous d'avoir été là. Et puis bah, à bientôt. Salut.